Salut les amis, bienvenue sur la clinique. Ce soir, c'est la review dans la nuit des temps de la WWE avec No Mercy 2000. Ce soir, eh bien, on est de retour pour la triple frite avec deux invités. Le premier qui a toujours des avis aussi aiguisés que les chops de Tatanka, j'ai nommé Dimitri. Et je pensais que ça allait être Alain, les chops de Tatanka. Non. Alain, qu'est-ce que je pourrais dire Mais bonjour à tous, du coup. Ah bah oui, bonjour, bonsoir, hein, c'est l'internet, on ne sait pas d'où nous regardent les gens, s'ils sont au Gabon, au Pérou ou ailleurs, hein, dans le Périgord. Au fin fond du Pérou. Oh punaise! Et c'est vrai, c'est vrai. Oxmo Puccino. Tout à fait. Et Alain, dont la verve n'a rien à envier aux meilleures promos de Ludwig Borga, j'ai nommé Ishtu. T'as dit la verve? Oui, pas la verge. Ok. Alors moi, tout de suite, je place mon défi. Notre ami Devil68 m'a fait un défi de mettre un magnifique t-shirt aujourd'hui. Alors, est-ce que ça se voit? Ah oui. Et là, c'est Jeff Jarrett. Ça a été demandé. Très bien. Donc voilà. Eh bien, c'est une tanche magnifiquement pendue. Non, c'est une perche magnifiquement tendue. En parlant de t-shirt, alors c'est pas encore lancé. Je vais le lancer dimanche prochain car je voudrais balancer un deuxième graphisme. Mais sachez que les premiers t-shirts de la clinique arrivent avec celui-ci. Et donc, je suis sur la création d'un second. Et donc, je lance le shop dimanche prochain. Donc, vous aurez le lien lors du live de dimanche prochain. Si vous êtes là, les amis, bien entendu, car comme on l'a discuté il y a quelques instants en off, dimanche prochain, c'est une occasion tout à fait particulière, car Dimitri se présente au municipal de Schwindratzheim. Exact. C'est vrai que c'est une occasion particulière dans une période particulière aussi, hein, mon cher ami. Notre cher ami Dimitri aura un an de plus à son palmarès. Donc on va fêter l'anniversaire de ce beau jeune homme qui est Dimitri ensemble devant je ne sais plus quel show de catch. Yann, rafraîchis-moi la mémoire. Ce sera Survivor Series 2000 et comme l'autre jour, il m'a dit « Je n'ai pas d'argent pour allumer mon chauffage. Je propose que tous les dons qui seront faits dimanche prochain seront reversés intégralement à Dimitri. » C'est vrai, le pauvre, il est obligé de mettre un pull. Il peut même pas être en t-shirt, Dimitri, le pauvre, quoi. Non, c'est vraiment ça. Franchement, sinon, j'aurais vraiment mis Jeff Jarrett, mais il fait quand même toujours un peu frais chez moi. Moi, j'ai mis un t-shirt en hommage à Caroline Loeb, la chanteuse qui chantait De toutes les matières. C'est la Watt que je préfère. Aucun rapport avec Sébastien, je pense. Oh, peut-être, hein, tu sais. Cela se peut-il en divers endroits. On est tous cousins en Alsace. Alors, on va faire avant de se lancer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table. Nous avons Chris Redfield, nous avons Nicolas, nous avons Damien Plétin. Nous avons Devil68 qui, pour le coup, sera obligé de nous trouver un synonyme de trinôme et non plus de binôme. Donc, il pourra plus se contenter de Bataille et Fontaine. Hein, ce sera obligatoire. Il l'a direct fait. Vous êtes l'affaire Louis Trio de la lutte. Chic Planet. On a Mika, on a Kane, on a Jackie, on a Fiona Bernard, on a Anto21. On a David Jouan, fidèle au poste. On a Netibus, Fred, Hanzo Ito, qui est content de nous revoir à 3. On a Robin, on a Jordan, on a la moelle épineuse. Lui, je l'attends au coin là. Il est bon, il est vraiment bon, il est de mieux en mieux. C'est un ruseur. On l'aime, un ruseur comme on les aime. On a Nicolas Lenoir, aucun rapport avec Nolwenn. Ah non. Il n'y avait même pas une chanteuse qui s'appelait Karen Lenoir? Non, ou une Miss France. Noémie Lenoir. Ah ouais. La meuf à Makelele. Exactement. C'est vrai? Oui. Oh, tu parles de... C'est quoi la blague de Makelele? C'est quand même réputé qu'il a une verge énorme. Ah d'accord, ok. La poutre de Bamako, comme disait je ne sais quel joueur de football. La jamba frottée.
On a Falker, on a donc Devil, on a notre cher Dimby que je propose d'inviter une fois, soit quand l'un de vous deux n'est pas dispo ou carrément en match à 4, quoi. Un match à 4. En parlant de Dimby, je lui ai montré hier parce qu'on a parlé, je sais plus pendant quel show, mais on avait parlé d'un show ATV là où tu étais arbitre d'un match de l'échelle extrêmement violent. C'était lors de la Monday Night War de. Je me permets. Oh. Avec Wild Christmas avec donc Christophe Ajus et Dimby en 2004 à la ACW en Allemagne. Alors tu sais ce que tu vas devoir faire, mon cher Dimitri, avant que nous nous lancions dans le vif du sujet, parce que finalement les gens sont quand même là pour regarder la review de No Mercy, c'est d'essayer de prendre une très jolie photo sans reflet, bien croppée, Tout à fait. et je vais la balancer sur Twitter. Oh putain. Il a quand même un superbe t-shirt à juste sur cette photo. C'est un t-shirt de Roddy Piper quand il était revenu à WrestleMania 19. Il avait ce genre de t-shirt, Frats, avec les noms de ses camarades tombés au combat. Voilà, c'était la petite parenthèse Roddy Piper. Oh, il est parti. Dimitri, oui. Ah ouais, je cherche un endroit. Bah oui, je cherche un endroit sans lumière, mais c'est compliqué. Non, mais pas maintenant. Je ferai après. Okay. On est en direct, d'accord? Donc ce soir, les amis, la review de No Mercy. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, de ce pay-per-view? Dimitri, parce que là, les gens t'attendaient. On a beaucoup de commentaires. Dimitri est enfin là. Dimitri, veux-tu m'épouser? Enfin, il y a des tas de choses. Hein. Je suis touché par cet élan d'amitié que je partage évidemment. Je suis très content de vous retrouver. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce show? J'ai été honnêtement étonné par les sommets qu'il a pu côtoyer par moment. Je trouvais que c'était très très poussif au début, mais il a atteint des hauteurs que je n'imaginais pas du tout. Alors, est-ce que c'est moi ou ton micro n'est pas branché ce soir, Dimitri? Parce que c'est pas le même son que pendant la Monday Night War. Écoute, je vérifie, mais tout est bien branché. Vas-y, parle à 1 cm du micro pour voir si c'est comme dans les podcasts. Oui, tout à fait. Ah d'accord, voilà. D'accord, très bien. Alors, réduisons les distances, comme disait le Milborn. Olivier Véran. Donc, les deux étaient bien. Donc ce soir, on rattrape un petit peu parce qu'on ne l'a pas fait le mois dernier. Donc ce show a eu lieu le 22 octobre 2000 à la Pepsi Arena à Albany, New York. On l'avait mentionné, il me semble, Dimitri, je ne sais pas si ça a déjà été diffusé, mais dans un des épisodes de la Monday Night War pour les abonnés, que tu avais dit que la Pepsi Arena, c'était la première salle qui bénéficiait d'un nouveau nom franchisé. C'était bien ça? Alors je parlais du Pepsi Center de Denver. Qui a été namé, je crois, en 98 ou 99. D'accord, très bien. Nous sommes devant un peu plus de 14 000 personnes et ce pay-per-view a été acheté 550 000 fois. Ishtu, nous avions fait Halloween Havoc 2000 qui avait aussi eu lieu au mois d'octobre 2000. Est-ce que tu te souviens du nombre d'achats? Je crois que c'était 60 000 peut-être, un truc comme ça. Je crois que c'était 60 000 et 605 pour Unforgiven. Donc, c'est un petit peu en baisse par rapport à Unforgiven. Ouais. Pourtant, il y a le retour de Stone Cold. Tout à fait. Alors, il y a le Patient Zéro du 67 qui est là. Salut les artistes. Ishtu, la vitrine derrière lui, envoie du lourd. La bise à vous trois, un fan des Chocorem et de la ville de Grosse Bliderstroff. Voilà. Donc, c'est Uva qu'on salue évidemment bien bas. Grosse Bliderstroff, c'est une ville où Uva était responsable du rayon Chocorem au record les anciens qui connaissent le record, c'était une ancienne enseigne de petits supermarchés. Oui. Et donc Uva, je crois qu'il était responsable de ça et de remplir les pèses dans les bonbons pèses dans les sextoys du futur, là où je sais pas quoi. Il y a Falker qui nous dit que la semaine prochaine, on sera en avance pour les Survivor Series 2000. Effectivement, on sera en avance de 4 jours. Mais je pense que le dimanche soir, c'est un moment qui convient bien à tout le monde. Vous êtes plus nombreux le vendredi soir qu'un autre soir de la semaine. Et puis, comme c'est l'anniversaire de Dimitri, on va essayer de lui permettre d'allumer son chauffage pour les mois difficiles qui arrivent. D'autant plus que vous serez confinés jusqu'au 12 février. Donc, soutenance internationale.
Oui, Il y a j'espère recevoir votre amour. Alors, on revient là-dessus. Oui, donc voilà, au niveau des chiffres. Alors toi, Dimitri, donc tu as donné ton avis. Alain, qu'as-tu pensé de ce pay-per-view globalement? Avant que tu donnes la réponse, je vais juste donner la tendance de l'époque au niveau des sondages après le pay-per-view. Il y avait 66% de thumbs up, il y avait 20% de thumbs down et 14% de thumbs in the middle. Où est-ce que tu les mets, toi? Alors moi, je le mets comme ça. C'est-à-dire, tu sais, le théorème de Pythagore, tu sais, où le carré des deux côtés est égal à mon pouce. L'hypoténuse. Voilà, c'est ça, ouais. Et le théorème de Pythagore, les côtés du carré sont égaux à mon pouce. Oui, non, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous du début d'année en fanfare de la WWE, un petit peu en dessous de SummerSlam qu'on a eu le plaisir d'ailleurs de reviewer tous les trois. C'était mes débuts sur la clinique, donc j'en garde une saveur particulière dans cette période particulière pour une occasion particulière. Et j'ai bien aimé. Au final, j'ai bien aimé. Je trouve qu'on est un petit peu dans un ventre mou avant vraiment le feu d'artifice de début 2001. Mais il y a du bon, il y a même du très bon. J'ai été quand même assez surpris. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai vraiment hâte de parler de ce show avec vous. Très bien. Devil68 qui demande s'il n'y a pas de confinement chez moi en Roumanie. Non, il n'y a pas de confinement, mais c'est aussi les masques dans la rue. Et là, maintenant, ils ont fait le couvre-feu, genre les trucs la nuit et compagnie. Donc, a priori, ils vont voir dans 2 semaines que ça ne sert strictement à rien et ils vont supposer que le confinement servira plus. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on se destine. Moi, je mets mon pouce ici parce que j'avoue que je me suis copieusement ennuyé pendant 2 heures et j'ai copieusement adoré pendant 1 heure. Voilà, c'était très. Je rejoins un petit peu plus Dimitri. C'était un show d'extrême, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Oui. Franchement, j'ai pas particulièrement aimé les 2 premières heures, mais ça reste quand même l'air attitude. La foule est plutôt chouette. Il y a des gimmicks un peu, il y a des trucs qui se passent. Comme a dit Alain, il y a 1000 choses qui se passent dans ce show. Donc, même si j'ai pas particulièrement apprécié le début, je me suis pas ennuyé personnellement. J'apporte la petite nuance. Mais par contre, dans la dernière heure, comme tu dis, j'ai trouvé que c'est allé très, très, très haut. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça monte aussi haut pendant No Merci 2000. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, je crois que Kurt Angle, ce soir, qui remporte, spoiler, le titre face au Rock en main event, est le premier catcheur de tous les temps à devenir un champion du monde moins de 1 an après ses débuts officiels. En plus, en ayant eu tous les autres titres. En plus. En plus, quoi. Enfin, oui. Tag? Non, pas tag. Non, tag, c'est plus tard. Intercontinental, King of the Ring. Tag. Oui, pas tag. Ouais. Mais oui, tous les titres individuels, effectivement. Alors, le show commence avec le Dudley Boys Tag Team Invitational qui dure 12 minutes. Grosso modo, c'est un match par équipe. C'est un gauntlet par équipe. Et pour battre ses adversaires, il faut les faire passer à travers une table. Alors, moi, j'ai mis pas mal de temps à savoir s'il fallait faire passer les deux ou s'il fallait faire en passer un seul. Oui. Parce que la première élimination, je sais que Dimitri aime beaucoup les signs. Et pendant l'intro, il y a un sign Who wants to see my little weapon? Et je me suis dit, tiens, c'est un truc que Dimitri aurait pu fièrement arborer. Comprendre. Avec la ménagère de moins de 50 ans qui est folle de son corps. Et je pense que Dimitri aurait pu venir avec ça à Albany, New York. Donc, c'est le Dudley Boys Tag Team Invitational Tables Match. On commence avec l'arrivée des Too Cool. Voilà, les 2 premières équipes, c'est Too Cool et D'Lo Brown et Chaz. Alors, qui est Chaz? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être que vous reconnaissez son finish. C'était Mosh des Headbangers. Maintenant, il n'est pas beaucoup plus beau. Hein. Il y a toujours un Mosh dans une équipe. Merci, Yann. Voilà. Et je trouve que je mets une petite parenthèse musicale parce que vous savez mon amour pour la musique et tout ce qu'elle génère. Je trouve que les Too Cool ont perdu de leur superbe en changeant de musique d'entrée.
Ah oui, c'était, je pense, c'était une des premières fois. Je pense que c'était un des premiers pay-per-view où ils arrivaient avec la nouvelle parce que Rikishi avait changé forcément. Donc voilà, je trouve que les Too Cool ont un peu perdu de leur superbe. Ça se passe assez vite. Enfin, assez vite, oui, assez rapidement, parce qu'on a donc ça. Ensuite, on a les lowdowns qui sont éliminés. Il y a Taz et Raven. Ensuite, il y a les Dudleys et les Right to Censor. Donc, on a 4 micro-matchs dans seulement 12 minutes. Donc, finalement, le rythme est quand même assez soutenu. Par contre, là, moi, j'ai trouvé que même si c'était à chaque fois sympa, grosso modo, les mecs n'ont rien préparé à part le finish. Ça se voyait, quoi. Ils improvisaient un petit peu. On est quand même en plein année 2000 où il y a un truc qui marche. Donc là, on le tue complètement en faisant 17 en 3 minutes 30. Quoi. Et on a eu le plaisir la semaine dernière de faire la review de... Ah non, c'était cette semaine d'ailleurs. CW November to Remember. Voilà. Tout à fait. Et voilà, on expliquait que le vivier de superstars de la SCW avait vraiment perdu, vu qu'il n'y avait plus Taz, il n'y avait plus les Dudley Boys, il n'y avait plus Stevie Richards, il n'y avait plus Raven, et ils sont pratiquement tous dans ce match, en fait. C'est ça. Mais tous dans ce match, mais tous traités comme des jobbers qui se font éliminer en 3 ou 4 minutes. Et je trouve que c'est le problème de ce match, c'est qu'il y a globalement que les Dudleys qui peuvent gagner de manière crédible. Et le match va exactement là où on l'attendait, c'est-à-dire un finish avec les Dudleys. Il n'y a aucune once de suspense pendant ce match. Alors moi j'ai bien aimé quand même le petit spot de fin, parce qu'en fait il y a les Dudleys gagnent le match alors que l'arbitre est par terre, donc on ne le voit pas. Et puis Bob Array se prend un coup de chaise dans la tête, tombe sur la table qui est déjà cassée. L'arbitre se réveille et pense qu'il vient de se la manger, donc il ordonne la fin du match, mais le match recommence. Et là, je pensais qu'ils allaient refaire, je sais pas, au moins 1 ou 2 minutes, mais non. Ils installent une table, 3D à travers la table, fini. Je me suis quand même noté l'overness absolue des Dudley Boys. Quand leur musique commence, mais c'est une pop nucléaire. J'ai trouvé ça faramineux. Et Dimitri, tu as tombé la casquette, nous dit Alex Léo. Écoute, oui, de temps en temps, je n'ai pas toujours de casquette là, mais bientôt je vais devoir la remettre parce que les coiffeurs sont fermés, bien évidemment. Donc attention quand on sortira du confinement au mois de février, ça va être délicat. Mais c'est vrai que oui. Non, j'allais dire, je le trouve très beau, Dimitri, mais c'était juste. Oui, toi aussi, Yann, hein, mais Dimitri est de toute beauté ce soir. Ah bah, il est aussi beau que Benoît Paire. Oh putain, Benoît Paire contre Triple H, c'est ça hein? Ah, pas mal. Oh punaise, putain. Blague de circonstance. Ouais. Mais effectivement, Alex. Il y a deux petits. Excuse-moi. Ah oui, vas-y, continuons sur la casquette, pardon. Non, je voulais juste dire que Alex, comme son nom est en noir, il n'est pas un habitué de l'abonnement Monday Night War. Sinon, il aurait vu que je pense que tu fais 100% des vidéos sans casquette. Ah si, tu avais mis un espèce de bonnet genre casseur-flotteur il y a 2 semaines parce que tu te l'es gelé. Mais sinon, sinon ça va. Il fait vraiment froid chez moi. Hein, c'est compliqué. Mais oui, je disais, il y a 2 choses que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'à un moment donné, il y a un gros raté là sur une Sunset Powerbomb à l'extérieur où Grandmaster Sexy passe par-dessus la 3e corde pour enchaîner un tease d'une Powerbomb à travers une table. Mais il la claque avec les pieds, donc la table pète et casse complètement tout le truc. On est à Albany, New York, donc You Fucked Up de la foule. Voilà, il y avait aussi quelques chants ECW. Et le truc que j'ai trouvé vraiment cool, parce que c'est tout à fait nouveau, c'est qu'il y avait le worm sous la table à un moment donné. Et ça, j'ai trouvé vraiment sympa. Et oui, pour en revenir sur juste les lowdowns, petite parenthèse, c'était une catastrophe les lowdowns et je trouvais que c'était vraiment une très mauvaise utilisation de D'Lo Brown. Moi, j'ai toujours aimé D'Lo Brown, je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que c'était un mid-carter important de leur attitude et là, de le voir là avec Mosh dans une équipe qui n'a aucune personnalité, aucun look, aucun style, aucune musique, enfin rien qui les font sortir du lot. Je trouve que c'est quand même assez triste parce que ça a été un super soldat pendant toute leur attitude D'Lo Brown.
Ouais, et puis leurs tenues sont assez horribles. Hein. Ça me rappelle un petit peu. Allez, en 2010, il y avait un projet de pilote télé ICWA pour lequel tous les catcheurs devaient refaire faire leur tenue par une couturière professionnelle. Et donc, à l'époque, Peter Fischer et moi-même, qui étions en équipe, on avait nos tenues respectives, enfin une vraie tenue de catch. On est allé chez ces nanas faire donc les tenues suivant les consignes, on va dire. Et pour des sommes assez astronomiques que je tairais lors de ce live, on s'est retrouvé avec un espèce de, un peu comme D'Lo Brown, quoi, des shorts de basket Keepstar achetés chez Decathlon. Donc leur tenue est assez, pour moi, c'est un peu un mystère. Je sais pas pourquoi un peu comme Eddie Kingston hier soir, tu voulais dire. Oh putain, mais quelle horreur! Est-ce que tu as vu Alain par hasard? Bah, j'ai vu le tweet de Ali et je l'ai trouvé très juste, quoi. Moitié indie, moitié Spirit Squad. C'était bien résumé, quoi. Non, mais je veux dire, en plus, le gars, il s'est vraiment légitimé en badass, genre, oui, je vais te crever les yeux avec du barbelé. Et là, le mec, il met un truc que moi, j'aurais peut-être même pas osé mettre lors de mon premier match, quoi. Oui, parce que là, vu le personnage d'Eddie Kingston, tu viens en short avec un maillot de basket ou je sais pas quoi et un baggy et c'est parti, quoi. Il y a aucun problème, ça colle avec ton perso, ça camoufle un petit peu ton corps, etc. Là, le truc moulant, vert, avec les kickpads indie et tout, là, c'est terrible pour un main event AEW. Absolument horrible. Il y a Jean-Luc qui me demande pourquoi je me suis expatrié. Je ne sais pas. Je suis parti il y a une dizaine d'années à Prox, car je suis tombé amoureux de Budapest, et puis depuis... C'est dans quel pays ça, Prox? À Prox. La moelle épineuse, Colby en équipe avec Prout Pêcheur. Ah, pas mal, pas mal. Peter Fischer. Donc, oui, ce match, bon, c'était sympa, c'était rien de fou. Moi, ce que j'ai apprécié, par contre, même si ça m'a pas excité plus que ça, il y avait un bon timing, parce que j'avais un petit peu peur que ça dure des plombes, quoi. Avec match de table, je m'étais dit, tiens, si chacun se met en tête de vouloir à chaque fois teaser et compagnie, il y en aura pour 20 minutes et ça va être horrible. Mais en fait, non, parce que si tu enlèves les entrées et les trucs, le match dure peut-être 9 minutes. Donc c'était ça allait, mais c'était pas un opener tel qu'on les avait eu depuis WrestleMania, on va dire. Oui, les autres openers étaient mieux, mais je me répète peut-être, mais dans les autres openers, il y avait la Right to Censor qui est parfaite pour générer une hit positive et mettre complètement over leurs adversaires. Steve Richards était un génie. Très vrai. Dimitri, vas-y, enchaîne. Alors, on passe par les petits trucs en backstage ou pas du tout? On a testé Albert qui parle des seins de Trish Stratus et qui propose que ça fasse diversion pendant leur match contre les acolytes. Et on a aussi, et j'ai trouvé, oui, il y a de quoi faire diversion, hein, comme on dit chez nous. J'ai envie de dire que sur ce sujet, les avis divergent. Les divergent, c'est énorme. Hein. Et ensuite, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment symbolique de tout ce qui allait arriver. C'est qu'on voit un premier plan de Rikishi, le méga heel de toute la storyline qui est mise en avant dans ce show, et quasiment aucune réaction lorsqu'on le voit à l'écran pour la première fois. Il n'arrive pas vraiment à tirer une hit conséquente. Oui, c'est certain. Qu'est-ce que vous pensiez à l'époque? Qu'est-ce que vous pensiez de ça? J'allais poser exactement la même question. Moi, j'avais trouvé ça. Je comprenais pas parce que l'enquête de Mick Foley, c'était génial quand Mick Foley faisait ses petites enquêtes à Raw. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Mais pour tout ça, pour arriver à Rikishi, je pense qu'en 2020, l'internet explose, quoi. C'est comme quand on a découvert là que Mustafa Ali était le hacker. Voilà, tout ça pour ça, quoi. Mais au final, c'était bizarre. Mais par contre, j'ai relevé une chose. Je me suis dit, je vais en parler pendant le main event. Mais on est quand même pile 20 ans avant Survivor Series 2020. On est d'accord? Et il y a le truc du Rikishi qui soulève l'importance des Samoans, de
Afa, de Sika, non, il n'avait pas cité Yokozuna, Superfly, Jimmy Snuka, Le Rock et tout ça. Et 20 ans après, quasiment jour pour jour, on a le gang de Roman Reigns avec le chef de tribu. Je pense que c'est évidemment pas fait exprès, mais je trouve que le timing est intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, Yann, qu'est-ce que tu pensais de ce turn de Rikishi? Bah moi je comprenais pas en fait. Enfin pour moi c'était j'en avais rien à foutre en fait. Il y avait pas forcément d'analyse ou du genre ah non Rikishi est un mid-carder ou des conneries du genre. C'était juste je m'en fous quoi. Enfin ça n'avait. T'as l'impression qu'en fait il y a deux trucs qui posent problème. C'est que de un c'est un mid-carder quand même plutôt établi et qu'il est pas assez big pour être main eventer, c'est le premier problème. Et de deux il est quand même beaucoup trop aimé pour être crédible en heel détestable, sachant qu'en plus, ils ont plutôt mal foutu la storyline qui justifie ses actions. Je trouve qu'il y a deux problèmes. C'est problème de popularité et problème de pas assez bon pour mériter cette place dans une époque où il y a Triple H, Le Rock, Austin, Undertaker, Kane, Kurt Angle, etc. quoi. Bah après, ça vient peut-être tout simplement d'une envie de coup de poker, en se disant on va mettre le mec auquel personne ne pensera jamais comme coupable. Mais voilà, les coups de poker, c'est les coups de poker, hein, ça marche pas forcément à tous les coups. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas marché, même en tant que petit adolescent qui ne comprend pas grand-chose au catch et qui est uniquement guidé par sa passion aveugle de tout est cool. Donc quand je me disais que c'est pas cool, je pense que c'était symptomatique d'un truc qui était vraiment pourri, quoi. Oh punaise, Steady. Je suis plus abonné à la Monday Night War, mais je reviens bientôt. Il nous a fait un petit don. Donc là, je vais passer une petite vidéo que Dimitri ne connaît pas, car il n'était pas là jeudi, et j'ai rajouté des petites choses. Je vais lui en mettre un qui va lui plaire tout à fait, je pense. Si ma meuf, je la déglingue. J'espère que ça te fait plaisir. Madame Bertholmieux, c'était ça, non? C'était pas Madame Bertholmieux? Je sais plus, ouais. Ce matin, un mytho. Vas-y Alain, tu voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que je me rappelle très bien quand il y a eu le fameux Raw où il y a eu où Mick Foley finit son enquête, découvre que c'est Rikishi qui did it for The Rock, qui did it for the people. Donc ensuite, l'acting du Rock est vraiment, comme d'habitude, fabuleux, avec des yeux exorbités, surpris. Et Rikishi s'en va sur sa musique. Mais la musique de Rikishi, tout cool, quoi, qui vont danser. Et donc, il y a cette musique qui passe et Jim Ross qui hurle « Why, Rikishi? You son of a bitch! Why ?» Ah non, mais franchement, on parlait la dernière fois avec Yann pendant la Monday Night War du heel turn de Eric Bischoff comme étant possiblement un des pires, etc. Celui-ci, je pense qu'il rentre dans une petite catégorie, pas forcément en termes de l'exécution, mais en termes d'idées et de résultats, ça a été un bid complet, quoi. Dans une storyline absolument. Vu Rikishi, forcément. Pour une fois que c'est pas le mien. Alors, JP nous dit exactement ce que je voulais répondre à Jean-Luc qui dit que Debouze n'est pas marrant. Dans H, il est bon, Jamel, c'est One Man Show, c'est autre chose en effet. Bah oui, Jamel en dehors de H, moi j'ai jamais trop accroché. Et aussi éventuellement Mission Cléopâtre, un truc comme ça. Oui, tout pareil. Mais et même dans H, Jamel est de loin le moins drôle quand même. Eric et Ramsey sont largement au-dessus de lui. Tout à fait. Déjà. Surtout Ramsey, n'est-ce pas? Ah bah oui, car grandeur. Voilà. C'est moi, encore. Alors, Lita et les Acolytes contre Test, Albert et Trish Stratus. Ça va, les gars? Non, mais je suis assez. Je me targue d'arriver à faire rigoler Dimitri sur commande, quoi. Donc, bah oui. Faut pas que j'en abuse, mais quand j'arrive à le placer, donc j'arrive à le faire rire en plaçant des petites phrases de H ou en citant des punchlines de Booba. Parce que mais ça, vous avez cette même qualité, c'est que. Alors, toi, c'est les punchlines de Booba et Yann, c'est les messages de type l'équipe pour me raconter le match du Racing. Ça, il est très très fort aussi.
J'ai envie de dire que c'est un peu dans un silence de cathédrale que le Racing Club de Strasbourg a dû consoler sa contre-performance avec une escroquerie à la VAR. Donc, c'était... De Molière. Tout à fait. Ensuite, donc, oui, allez, les TNA. Donc, Test Albert et comment elle s'appelle, Trish Stratus face aux Acolytes et Lita. Le match ne commence pas en fait parce que les Test et Albert défoncent les Acolytes dans les backstage et Lita se retrouve toute seule. On le voit venir gros comme une maison. Les Hardy Boys viennent la sauver et on termine grosso modo là-dessus. Je me suis dit ok, au début j'ai pas capté et vu le timing des matchs et vu le timing du show qui dure 2h48, je suppose qu'en fait c'était peut-être, je m'engage pas trop, mais c'était peut-être une décision de dernière minute en se disant le show est trop long, il faut qu'on dégage 10 minutes quelque part. Quel est le match qu'il fallait dégager, enfin en tout cas couper, c'était celui-ci et pas un autre. Enfin ça c'est juste mon idée. Alors, ce serait intéressant une fois, peut-être dans une FAQ ou dans un truc qu'on fait de nouveau tous les trois, ou avec Jus, avec Dimby ou n'importe, d'essayer de voir le match que... Quand ils font sauter des matchs, des fois, ils ont des explications un petit peu bizarres. Comme ça, par exemple. Bon, là, c'est bien mené. Mais je crois que c'est à WrestleMania 10, je crois, non? Le match à 8 ou à 10? Voilà, où ils arrivent. En fait, le match est annulé parce que les heels n'arrivent pas à décider qui est capitaine. Qui est capitaine? Capitaine, mais qui est le capitaine? Attends, c'est dans quoi ça? C'est dans Bref. Ah voilà, exact. Oh là là, on est bientôt 100 ce soir. Dis donc. Punaise. Qu'est-ce qu'on est bien avec vous, la clinique, hein, franchement. On va un petit peu avancer dans le show quand même pour parler un peu de catch. Oui. Mais... tu sais. C'est accessoire maintenant. Mais oui, Devil, j'ai quand même déplacé ma table et tout ça juste pour que tu les vois, quoi. Devil Rat Devil et Rat Devil. Très bon. Donc c'est vrai qu'ils me les avaient réclamés la semaine dernière, donc hop, je les tease. Est-ce que tu as mu du vierge? J'ai mu du vierge devant Iki du Phoenix, car c'est son ami. Iki Duf. Iki Duf, ouais. J'ai mu du vierge, j'ai tout le monde. Là, ils sont tous là, le grand pop. Moi, il me reste encore Saga du Gémeaux. Ah oui, très bien. Ah, c'est pas Saga de Africa? C'est ça. Alors, interview de Edge et Christian qui font un petit peu des rigolades et moi, je dois avouer que j'étais un petit peu mal à l'aise. Je n'accroche pas trop aux rigolades comme ça, semi-comiques en backstage. Je sais pas si c'est... je sais pas, il y a un côté forcé, je trouve. Bah, là, c'était pas le moment où ils étaient le plus drôles, je suis d'accord, mais par contre, il y a plein de moments où Edge et Christian étaient vraiment super dans des petits skits comme ça, justement, backstage. Je trouve que ça aère un petit peu le show. Et on en parlera plus tard, mais moi, je les adore en Conquistador. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs... Attention. C'est un petit peu vous deux, quoi. Parce que vous les aimez beaucoup. Ah, les Conquistadors. C'est les Conquistadors. Celle-là, on la garde. On la met Christine. We put Christine. D'ailleurs, Christine Lagarde, en 2014, lors d'une réunion du FMI, et ça, c'est pas une blague, avait fait tout un laïus sur la numérologie et l'importance du chiffre 7 dans comment dire, les vibrations de l'humanité, la manière dont les choses s'orchestrent. Et qu'en 2021, après 4 ans de belle croissance à partir de 2014, qui était la fin de la crise des subprimes, on irait jusqu'en 2021. À partir de 2021, ce serait une nouvelle belle crise de 7 ans jusqu'en 2028. Donc, discussion un peu prophétique sur ces appétences numérologiques. C'est comme Diana Ross et les subprimes. Pas mal. Alors, enfin, ça parle porno. Enfin, ça parle porno dans le chat, quoi. Où ça? Tabata Cash. Non, mais il était temps. Estelle Desange, on en parlait la dernière fois. Ah, moi, j'ai envie de dire, Estelle Desange, elle s'y connaît en éjac. Mon Dieu. Bon, et donc, X-Pac contre Chris Jericho. Estelle Desange est aussi une
Oui, de l'époque Clara Morgan. Okay. Attends, Devil demande combien on a d'abonnés à l'abonnement Monday Night War. On en a à présent 55. Oh, moi, je trouve ça génial. C'est le nombre d'or. Non. Qu'est-ce que... Après Christine Lagarde. C'est un multiple de 7 et... Match en cage. Bon, est-ce qu'on passe, voilà, X-Pac, Chris Jericho, match en cage. Bien illustré par cette photo. Voilà. Donc, X-Pac, Chris Jericho, match en cage. On se souvient que lors du dernier pay-per-view Unforgiven, que nous avions évidemment eu le bonheur de reviewer ensemble, on était tous les trois d'accord sur le fait que le match X-Pac Jericho du dernier pay-per-view était vraiment une très 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 bonne surprise. Donc j'ai entamé ce match, moi personnellement, avec un petit peu d'attente, en me disant est-ce qu'ils vont me faire rêver comme le mois dernier? Et la réponse a été rapidement non, jusqu'à une fin que par contre j'ai beaucoup aimé en termes de créativité. Enfin là on voit très bien la patte de Chris Jericho. Qu'en avez-vous pensé, messieurs? Dimitri. Non, vas-y Alain. Moi, écoute, moi j'ai trouvé déjà que Jericho a une aisance au micro, c'est plus à démontrer, mais je trouve que voilà, donnez-lui le micro 30 secondes et c'est génial. Le match commence à l'extérieur, c'est un bon match, c'est vrai que celui-là de Unforgiven était peut-être un cran au-dessus, mais j'ai trouvé qu'il y avait des spots quand même assez sympathiques, notamment un powerbomb de la 3e corde. Putain, ça c'était violent, quoi. Très violent, ouais. Alors quand on précise, quand tu dis de la 3e corde, c'est vraiment les deux mecs sont debout sur la 3e corde avec X-Pac qui est sur le point de passer un petit peu les mains au niveau de l'armature métallique en haut de la cage. Donc il est vraiment très 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 haut, quoi. Enfin, il a la tête à prox à 3 mètres de haut au moment où il se fait envoyer au tapis. Et on connaît ses problèmes de coups, donc c'était très courageux. C'était courageux. On a un spot où X-Pac fait venir essaye de se traîner, comme disait Charles. Charles, bien sûr. Voilà. En dehors du ring, par la porte, il prend une chaise qui gît ici, on ne sait pas trop pourquoi. Il ramène une chaise sur le ring et un gros coup de chaise quand même dans la face de Jericho. Gros coup de chaise. Et le finish, c'est un. D'abord, il y a un Walls of Jericho sur le haut de la cage. Tout à fait. Une grosse chute, peut-être pas assez vendue à mon goût parce que je trouve qu'il tombe vraiment de très haut, Jericho, après les murs. Mais donc, comme disait le fruitier. Après les murs, oui, bien sûr. Le finish au final, je refais le match en entier, du coup, désolé les amis. Le finish au final, c'est ça. Non, ça c'est les Walls, pardon. Ça c'est l'entame des Walls of Jericho, ouais. Exactement. Et ensuite, on voit justement, ils sont à peu près au même endroit de ce gif. X-Pac qui essaye de sortir et qui se met debout sur le pan de la porte. Et Jericho met un chassé dans la porte. X-Pac, couille première, tombe sur la porte. Jericho sort. C'est une violence incroyable, les couilles premières, parce que là, c'est vraiment littéralement couille première. Oui, mais c'était un petit peu le running gag de ce show quand même, les couilles. Il y avait des couilles dans beaucoup de matchs, quoi. Oui, c'est vraiment leur attitude. Mais on en a discuté 1000 fois avec Yann dans les finishes de la Monday Night War, et c'est que évidemment il y a l'idée d'un finish, mais ensuite il y a l'exécution. Et là, l'idée était, je pense, très bonne. On est tous les trois d'accord. C'est créatif, etc. Ça aurait vraiment pu complètement rater, ou en tout cas pas rendre aussi bien que ça a rendu. Et c'était incroyable. Quand j'ai vu qu'ils l'ont fait, je me dis putain, c'est dingue. Je pense que tu peux le refaire 1000 fois, ils vont pas le faire aussi bien que cette fois-ci, quoi. Exactement. C'était vraiment hyper bien réalisé. Après, moi, j'ai trouvé que je suis quand même, enfin pour moi, on est assez old school dans notre perception du catch, j'imagine. Mais pour moi, un cage match, c'est encore quelque chose d'important. Et là, d'en voir un entre Chris Jericho et X-Pac en 3e match d'un show secondaire, je trouve ça un petit peu. Enfin, je trouve que la feud n'est pas suffisamment majeure pour avoir de vraies émotions dans un cage match. Et en plus, il est quoi? Il dure une dizaine de minutes, même pas 11 minutes, je crois, de tête. 11 minutes, c'est ça. Ouais. C'est pas assez long pour créer de réelles émotions, enfin quelque chose d'épique, etc. Et pour moi, les cage matchs, à cette époque-là, en tout cas, devaient encore l'être.
des matchs épiques, etc. Et je trouve que là, tu disais Yann avant qu'ils abusaient d'un truc cool avec les tables. Là, c'est un peu pareil de mettre des cage matchs pour des rivalités mid-card qui sont même pas extrêmement intenses, quoi. Enfin, c'est pas la haine la plus totale entre Chris Jericho et X-Pac pour justifier ça, quoi. C'est sûr. Et puis, il faut pas oublier que un cage match, c'est toujours, il est né de quelque part. C'est pas parce que des mecs se détestent de plus en plus que tu vas les mettre dans une cage. La cage, c'est parce qu'il y a trop d'interventions, il y a le heel qui a trop de potes. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles on met les mecs dans une cage, pas parce que c'est supposément un synonyme de violence accrue parce que les mecs se détestent plus que lors du dernier pay-per-view. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait pas trop de raisons à les mettre dans une cage non plus, quoi. Oui, non, c'est ça. Le contexte est un petit peu étrange. Par contre, comme on l'avait dit à l'époque de la WCW, comme c'était le cas à Unforgiven, moi je trouve qu'ils arrivent à faire des choses quand même assez cool les deux ensemble. On blâme toujours X-Pac, mais là je trouve que contre Jericho, c'est toujours plutôt chouette. Hein. Alors, est-ce que c'est pas la maestria de Jericho qui arrive à faire un très bon match avec n'importe qui? Je ne sais pas. Ouais, moi je trouvais que c'était quand même largement acceptable comme match. La durée aussi joue, parce que quand le match a commencé, c'était un petit peu la même chose que dans l'opener. J'avais un petit peu peur qu'ils veuillent faire un truc semi-épique qui dure 15, 16, 17 minutes, où on aurait eu pour le coup vraiment 5 ou 6 minutes de trop. Et là, ils ont réussi à vraiment bien garder... une fois de plus, je pense que la contrainte d'un pay-per-view un petit peu surchargé a permis à ce que chaque match bénéficie d'un timing bien court, où on va à l'essentiel, on n'a pas le temps de tergiverser, on fait pas 1 million de finish, on fait un bon finish, une bonne séquence, parce que là, tout ce qu'on a décrit avant, ça a duré 30 secondes, ou un peu plus, 1 minute, 1 minute 15, mais c'était pas très long, c'était suffisamment punchy pour que ça passe bien. Donc voilà. Alors moi je sais pas si c'est ma présence qui influence les débats, mais du coup on ne parle que porno dans le chat. Oui, je viens de recevoir un texto de Fiona pour me dire que ça me parle un duo lesbien, c'est incroyable. C'est Jackie Sardou écrit au milieu de nulle part. Enfin, mon Dieu, il y a des demoiselles quand même, quoi. Voilà, je suis désolé, je suis vraiment désolé pour tout ça. On va essayer de réorienter vers le catch. Steve Blackman est au WWF New York. Alors c'est sûr que c'est le truc qui fait le moins bander. Ah non, c'est après. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a après? Non, mais c'est juste que hier soir, on a regardé Survivor Series 2002 avec Fiona, et le WWF New World s'appelait The World, et ça, je ne m'en rappelais pas. WWE World, ouais, c'est vrai. Ouais, The World. Quel show, Survivor Series 2002 quand même. Ah oui. Je t'enverrai, je ne sais pas si tu te rappelles, Dimitri, quand dans Big Bang Theory, il y a un moment, un grand débat sur le sourire de Sheldon quand il va au zoo de Pasadena devant les koalas. Oui. Donc, il y a sa femme qui fait remarquer qu'il a une koala face. Et Fiona m'a fait remarquer que j'avais une Scott Steiner face. Je t'avais déjà envoyé la première. Et hier soir, elle a juste screené le moment où Scott Steiner fait ses débuts. Donc, j'ai une Scott Steiner face. Rikishi vient voir. C'est un de mes moments préférés de Madison Square Garden, pardon, mais l'arrivée de Steiner au Survivor Series 2002, c'est. On en parlera dans 2 ans. Voilà. Le jour de ton anniversaire. Rikishi vient voir Triple H, Mick Foley, et lui dit où est Austin? Parce qu'apparemment Austin ne vient pas. Et Mick Foley lui dit occupe-toi de ton cul parce que Austin est toujours bien plus proche qu'on ne le croit. Ouais. Ensuite, on a une promo de Chyna et Billy Gunn en backstage avant leur match contre les Right to Censor, à savoir en l'occurrence Richard Eval Venis. Ouais. Petit match de 7 minutes, donc là de nouveau un timing que j'ai trouvé tout à fait opportun. Mais je ne sais pas pour vous les mecs, mais s'il n'y avait pas eu le Right to Censor pour définir vraiment clairement qui est le heel, en regardant la promo de Chyna et Billy Gunn, qui sont assez puants de dédain, on va dire, envers Eddie Guerrero, franchement, moi j'aurais pensé que les mecs étaient heel. Enfin, quand je dis les mecs, on se comprend. Hein. Oui, bien sûr. Ouais.
Pas vous? Non, mais je veux dire, c'est pas. Pourtant, ils sont face, mais c'est quand tu les. Bon. Leur promo n'est absolument pas puante de facerie. Exactement. Et bon, déjà, China au micro, c'est déjà pas fabuleux. Et je trouve que c'est une catcheuse formidable. Je trouve. Mais si, sérieusement, elle est formidable, China. Ah bon, d'accord. Ah, pour le coup, c'est pas une vanne. Moi, China, je la d'accord. trouve formidable sur un ring. Mais c'est vrai qu'au micro, c'est vraiment compliqué. Et surtout quand elle essaye de mettre des émotions avec sa petite voix un peu nasillarde. Tu veux dire quand elle essaye de faire de l'acting? Oui, voilà, c'est ça. Quand elle essaye de faire de l'acting, comme dirait le lait concentré. C'est un peu compliqué. J'ai noté le t-shirt de Billy Gunn, 24 carats as. Je l'ai trouvé vraiment cool. Je voulais vous demander, pour vous, quelle était à l'époque la relation entre les deux, entre China et Billy Gunn? Parce que Stevie Richards met le doigt dessus pendant sa promo, et j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est dans la friend zone? Est-ce qu'il est le meilleur ami? Est-ce qu'il veut... j'ai envie de dire qu'il est dans la sgeg zone. Ouais, voilà, on est d'accord. Et Billy Gunn aussi. Oh. J'ai noté un truc pendant le match. À un moment, il y a China qui va chez Val Venis et qui, je la connais, celle-là. Qui lui prend la tête et qui lui met la tête dans les nibards. Elle prend la tête de Vénis et puis je me suis noté que c'était comme si tu filais une bière à un ancien alcoolique en fait. Le mec est dans la right to censor, en plein dans la repentance et tout. Et tiens. Dans la right to censor. Oui. Voilà, on nous dit dans le chat que China et Billy Gunn étaient frères. Qui a osé ça? Parce que c'est très très bon ça. C'est torchi. Il y a Stéphanos Privat qui dit il arrive juste sur la vidéo quand il entend parler de sgeg zone. Alors avant, Alain, tu parlais du t-shirt Gold Carat. Je vais profiter qu'il y ait 3 fois plus de spectateurs qu'avant. Si vous voulez être informé des t-shirts de la clinique qui vont arriver très bientôt, vous pouvez faire un petit mail à wrestlingclinic@gmail.com et je vous enverrai le lien du shop Wrestling Clinic. Quand il sera en ligne, il y aura ce t-shirt et un autre qui arrive bientôt. Donc voilà, c'est avec impatience qu'on va faire des petits t-shirts qu'on pourra arborer fièrement pendant les lives, hein, bien entendu. Oui, et moi je propose, j'avais déjà proposé la dernière fois de faire un t-shirt à l'effigie du réfrigérateur de Dimitri. Un t-shirt blanc? Un t-shirt blanc, avec un frigo ouvert, avec une tranche de pastèque, un yaourt nature et des capres. Des capres, quoi. Et un drapeau multicolore, si tu vois ce que je veux dire. Thomas Ingersheim a demandé déjà 3 fois dans le chat qu'est-ce qu'il y avait dans ton frigo. Mais il faut faire monter la mayonnaise. Oui, je dévoilerai après le show. Il y a Steve AZ qui demande pas de t-shirt piscine de chiasse. J'y ai pensé, mais après je me suis dit, est-ce que les gens vont oser mettre un t-shirt dans la rue avec marqué piscine de chiasse dessus? Je ne sais pas. J'y réfléchis toujours pour le second. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On va quand même parler du finish. Oui, il y a un match en fait. Ouais, voilà, il y a un match. Il y a une intervention d'Eddie Guerrero qui vient avec un bouquet de roses et qui frappe China avec le bouquet de roses. Donc, victoire de la right to censor. Billy Gunn arrive. Dans lequel il a dissimulé un tuyau de métal. Exactement. Billy Gunn arrive pour regarder ce qu'il y avait dans ce bouquet de roses, et je pense que Dimitri et son esprit très bien tourné a tout de suite, immédiatement pensé à un sextoy, vu la taille du machin, non? Oui, c'est vrai que je pense. Oui, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai vu dans ta chambre. Hein. Oui. Ouais, tout à fait. Il y a Jordan qui propose un t-shirt. Dimitri, rapproche-toi de ton micro. Putain, je vais revenir plus souvent. Faut qu'on fasse plus souvent des lives à 3. Là, c'est parfait aujourd'hui. Mais c'est, par contre, tu es excessivement demandé. J'aimerais bien, non, pour le coup, non, mais j'aimerais bien une fois ne pas être là pour voir si je manque autant aux gens que Dimitri manque à la clinique. Quoi.
À peine on dit bonjour à tous, bonjour la clinique, ça va Alain? Ouais, il est où Dimitri? Il est où Dimitri? Il est où Dimitri? Il est beau Dimitri? Je voudrais faire des trucs avec Dimitri. Et c'est blablabla. On a du public féminin qui ne vient que pour toi. Bah, il y a plutôt des mecs, donc pose-toi les bonnes questions. Mais Voilà. Mais bon, Dimitri, au-delà de son talent et de ses analyses aiguisées, comme les chops de Tatanka, a aussi le bénéfice de l'ancienneté. Donc, on verra dans 6 mois. Ça, je pense. On verra dans 6 mois quand Alain n'aura plus assez d'Imodium et qu'il devra nous dire ce soir, ce sera sans moi. Et ben, à ce moment-là, je pense que les gens vont le réclamer, bien sûr. Oui, ce que j'allais dire, les gens sont habitués, tu vois. C'est donc, je pense que. Ah, voilà, Fiona Bernard qui nous dit on est 2 meufs et une est prise. Donc. Comme disait l'électricien. Oui, oui. Comme disait Gilbert Bécaud, tiens d'ailleurs. Si ma meuf. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Alors ensuite, on a Stone Cold contre Rikishi. Je suis désolé vraiment de revenir un petit peu en arrière. On n'a pas parlé du clip d'intro. Ah mais oui, putain, c'est vrai. Ah mais oui. Je regarde Rikishi et je vois un homme mort. Vraiment, j'invite tout le monde, mais vraiment là, les 95 personnes qui sont présentes sur ce chat, de mettre No Mercy 2000, de regarder juste ça. Juste ça, mais c'est d'une perfection sans nom. J'ai longtemps hésité à le télécharger et à le réexporter en petite qualité pour pouvoir le passer en incruste, mais j'avais peur que la vidéo soit bloquée par les robots quand ils captent du contenu protégé. Mais effectivement, oui, il est aussi génial que la feud est pourrie. C'est exactement ça, c'est que tu dis putain, c'est un des meilleurs clips de tous les temps là pour Austin Rikishi quoi. C'est vraiment like a dog. On nous suggère aussi de mettre le Yeti, le Yatsa derrière le t-shirt. Le Yatsa. Le Yatsa et la maman. Avec derrière, il y a le maman et devant, il y a les ta. Le Yatsa. Bah ouais, écoute, je vais peut-être mettre 3 t-shirts, 4 t-shirts, je sais pas. D'ailleurs, dites-moi les amis, est-ce que vous souhaitez plusieurs coloris à part parce que pour le moment j'ai mis col noir, mais je pourrais tout à fait mettre un bleu, un rouge, un vert, parce que ce que je reproche un petit peu aux t-shirts de catch en général, c'est qu'ils sont toujours que disponibles en noir. Alors pas que ce soit un problème en soi, mais si on peut proposer le même modèle en plusieurs couleurs, moi j'ai envie de le faire, quoi. Mais après, je sais pas si ça intéresse les gens. Moi, j'aurais envie de le faire. Mais en tout cas, vous avez balancé pas mal de bonnes idées. Je vais réfléchir à tout ça. Et on va balancer ça dimanche prochain pour l'anniversaire de Dimitri. Donc, Austin Rikishi, le récap de début de show est invraisemblable. Le match l'est un petit peu moins, on va pas se mentir, c'est compliqué. Austin garde son t-shirt parce que il est sans doute encore un petit peu out of shape. Et bon, après, c'est vrai que devant Rikishi, tout le monde est maigre. Hein. C'est pour ça que Yann aime bien marcher à côté de moi dans les rues de New York, hein, pour que les gens croient qu'il est maigre. Hein. Bon, en même temps, on est aux US, c'est déjà toi qui es maigre. Et moi, je suis un enfant, quoi. Qu'est-ce que vous avez noté sur ce match, à part les chair shots et le fait que Austin mette le chapeau de Jim Ross? Alors, moi, avant toute chose, j'ai pas trop compris pourquoi on doit croire ou être intéressé par le fait que Austin serait soi-disant pas encore arrivé à la salle. Je veux dire, de toute façon, le mec va le massacrer, donc qu'il soit pas encore là ou qu'il arrive juste au dernier moment, le mec, il viendra, rassurez-vous, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un peu... J'ai pas trop compris cette storyline dans la storyline pour le show. Est-ce qu'on était censé croire que Austin allait se débiner au dernier moment ou je sais pas? Bah, je pense qu'il voulait créer une encore plus grosse pop pour son arrivée, mais je pense qu'il n'y avait évidemment pas besoin de faire ça. Bah, en plus, le mec il vient en voiture, quoi. Oui, il arrive en pick-up. Ça, c'était quand même plutôt cool. Moi, je pense que comme c'est dit sur le chat, c'est pas considéré comme un match. Je pense qu'on peut pas vraiment considérer ça comme un match. C'est une bagarre à l'extérieur. Il utilise quoi, une corde, des coups de chaise. Rikishi se blade pas mal. Je me demande si c'était pas la première fois d'ailleurs que Rikishi saignait.
suis pas sûr qu'il ait déjà été amené à saigner à la WWE avant ça. The first time he Mathilde. Il Mathilde, voilà. Et après, moi, la fin, donc du coup, ça se bagarre à l'extérieur. Rikishi est donc adossé à un espèce de muret devant le parking. Et là, Austin rentre dans sa voiture. Il veut écraser Rikishi, donc se venger. Et là, tu as donc une voiture de police qui vient empêcher Austin d'écraser Rikishi. C'est pas forcément génial, mais je veux dire là, vu que tu bookes un match où tu as Austin qui revient contre Rikishi qui est pushé comme un nouveau heel majeur de la fédération, t'as pas forcément d'autre solution qu'un finish qui n'en est pas vraiment un. Donc je me suis posé la question, je me suis dit c'est pas vraiment génial, mais quelle autre meilleure solution que ça? Alain, vas-y, je donnerai mon avis après. Bah, déjà, je voulais poser une question à Yann le catcheur et à Dimitri l'analyste. Quelle est la différence? Comment tu écris analyste? Ah, comme ça se prononce. Quelle est la différence entre un no DQ, un no holds barred, un unsanctioned match? Ils ont tellement de termes pour des matchs sans disqualification. Quelle est la différence entre un no DQ et un no holds barred? Alors, no holds barred, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, disons que dans le no holds barred, c'est un no DQ dans lequel il est explicité que tu peux faire tout ce que tu veux. Et le unsanctioned match? Unsanctioned, c'est on ne sera pas responsable de ce qui se passera dans ce match. Ouais, j'aime beaucoup quand tu réponds à mes questions. Et en plus avec brio, quoi. Merci. C'est ouais. Qu'est-ce qu'il a torchi? Rikishi, a.k.a. Céréal, qui va au Shot. Oui, effectivement, on l'a fait il y a 2 semaines, je crois, ou lors du dernier pay-per-view. Mais tout à fait. Donc, vas-y, Alain. Donc, tu avais une question, mais donne ta réponse à Dimitri. Est-ce que tu penses qu'il fallait un finish de ce type? Bah, déjà, j'ai essayé de chercher dans ma mémoire pour essayer de me rappeler un match de Austin sans stunner. Ah oui, ça c'est très vrai ça. Et j'ai pas réussi à me rappeler. Évidemment, bon, peut-être avant qu'il soit complètement connu, il y a quand même un stunner, voire 18 quand on joue aux jeux vidéo, mon cher ami Dimitri. Il y en a quand même plusieurs par match, et je trouve que dans un match comme ça, no holds barred, ça a fait très bizarre de ne pas voir de stunner. Après, c'est vrai que c'était le Austin en mode énervé. Oui, la fin m'a laissé sur ma faim, quand même. C'est une tentative d'assassinat, on va pas se mentir, non? Ah oui, tout à fait. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu la bagnole de flic, il lui aurait écrasé la tête, quoi. Ouais. Ça m'a. Ça fait quand même plutôt sens dans l'histoire. Oui, mais après, donc c'est-à-dire que si ça avait été un unsanctioned match, Austin aurait pu tuer Rikishi, c'est ça? Ah bah. Je reste bloqué là-dessus, je suis navré. Ouais, bah là, j'ai envie de dire que l'ange gardien de Rikishi, et ce qu'il sauve, c'est les flics. Mais alors, d'où viennent les flics? Qui les a avertis qu'il y avait débordement et que ça allait un petit peu trop loin? Ça, on ne sait pas. Ils font quand même du bon travail, hein, il faut quand même le signaler. Tout à fait. Ils interviennent. Voilà. On intervient. Hein. Bah, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dimitri, parce que Austin qui vient au bord du ring comme ça, à l'arrache, très rapidement avec sa voiture, un petit peu comme il l'avait fait à In Your House des Génération X en décembre 97. Il sort du ring, il sort de la bagnole et il lui casse la gueule. Pour ce qui est du finish, moi je veux bien qu'on cherche un petit peu, comment dirais-je, de diversité en profitant de ce match qui est un petit peu particulier pour faire quelque chose d'un petit peu particulier et que ça sorte du cadre du show uniquement dans le ring. Mais je pense que le besoin de vengeance et l'overness de Stone Cold permettaient tout à fait de faire quelque chose de plus traditionnel, c'est-à-dire Austin qui arrive, 4 minutes dans le ring, je le massacre et je repars. Et je le laisse au milieu du ring, dans une piscine de sang, après quelques coups de chaise. Je repars en bagnole, au revoir. Et un stunner.
Stunner. On veut des stunners, nous. Je cherche un jeu de mots sur stunner, mais je ne trouve pas, malheureusement. Ah, bah ça, je sais pas, c'est... Est-ce que tu te souviens, Alain, c'était quoi le défi Stunner? Parce que je me rappelle que c'était difficile. C'était quoi? Parce qu'il y avait une limite de temps, certainement, pour les mettre, non? Quand on avait joué à... Je sais plus quel jeu c'était. C'était un jeu sur PlayStation 4, je crois. Ou non, 3. Non, c'était encore sur la 3. Où il y avait des défis où il fallait refaire l'air attitude, hein, c'est ça. Et Austin devait... c'était un match handicap entre Austin et les New Age Outlaws où il fallait... où tu commençais avec 5 stunners et il fallait faire des stunners. Et Dimitri avait limite... Tu devais... Il avait limite pris un papier pour noter. Alors attends, je sors, donc je vais chez Billy Gunn, stunner. Je remonte, je prends le road dog, stunner. Ensuite, je redescends pour être sûr qu'il ne remonte pas. Je reprends Billy Gunn, stunner. Je remonte, stunner, stunner. Je pense qu'il y avait une limite de temps où tu avais genre 3 ou 4 minutes pour faire ça. Et du coup, c'était quand même assez compliqué parce que si c'était juste de mettre des stunners, on n'aurait pas recommencé 29 fois. Mais du coup, je pense parce qu'on avait perdu optimiser le temps. Il fallait optimiser le temps pour caser en 3 minutes 5 stunners que tu devais à chaque fois regagner en faisant monter ta barre. Donc on était vraiment en train de faire une stratégie de géopolitique, tu vois, où on expliquait vraiment ce qui devait se passer là. Bon, je prends road dog, stunner, ensuite X-Pac, stunner. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour Stunner d'avoir pu être accepté dans la clinique. Ça y est, tu l'as cherché. Ensuite, on a un match pour le championnat européen entre William Regal et Midion qui dure 6 minutes. Midion qui arrive d'abord en jogging style fausse racaille 96 avec les petits boutons pression sur le côté. Il a un t-shirt de l'Undertaker quand même, American Badass. Et alors, là, il est tellement à poil qu'il n'a pas d'habit, quoi. Dans la famille Grand Mystère, moi, je vais en soulever un, c'est la musique de Midion dans ce show. Oui. Ah, je me rappelle même plus, c'est quoi? Alors, c'est une espèce de techno, genre la fausse techno que tu as dans les nightclubs de série, genre dans les vacances de l'amour, tu sais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà. Oui, les fêtes où tout le monde est assis autour de l'action. Oui, c'est ça. Mais ouais, donc au-delà de l'horribilité de sa musique, en quoi Naked Minion, donc l'espèce de semi-porc qui aime bien se balader à poil, devrait être incarné par une musique techno, quoi. C'est un peu une musique de stripper, non? Et tu crois que c'est ça? Je sais pas. Putain, là, ce serait l'américanisme dans toute sa beauté, quoi. Genre les. Oui, bah, je suis désolé, un mec qui a des tatouages du sud, des tatouages plein le truc avec des trucs du sud, des drapeaux du sud de la guerre de sécession et qui fout une banane devant sa bite pour catcher. Il n'a pas besoin d'une musique de merde pour être jugé, hein, ce gars, quand même. Hein. Alain qui tente un face turn auprès de Dimitri. Ah putain, oui, bah oui. Moi, est-ce qu'on peut quand même parler de William Regal, quoi? C'est incroyable. On le met dans la pire situation de tous les temps et il en ressort plus grande star qu'en arrivant, quoi. J'ai beaucoup aimé quand il veut faire le Regal stretch, quoi. Ah non, moi je touche pas à cul. Ouais. Oui, parce que voilà, toute la story, c'est que Regal est dégoûté par le physique de Midéon et que du coup, il veut pas le toucher, quoi. Et pareil, là, c'est la folie des expressions faciales de William Regal pendant tout le match. Moi, ça m'a plutôt diverti, hein, franchement. Bah effectivement, c'était oui, et puis une fois de plus, hein, moi c'est à la limite ce que j'ai trouvé qui a rendu les 2 premiers tiers du show plus digestes, c'était la durée relativement limitée de Dimitri se fait un sandwich, j'ai l'impression. La durée limitée des matchs dont celui-ci qui dure que 6 minutes et puis voilà. On notera quand même le débat hautement intellectuel entre Jim Ross et Jerry Lawler qui se demandent parce que et je pense que c'est une vraie discussion et il y en a un qui demande à l'autre non, je sais plus. Ou Jerry Lawler demande à Ross, est-ce que tu sais dans quel pays européen on a le droit de se balader à poil?
J'étais assez consterné. Enfin, le débat dure quand même 30 secondes, quoi, ce qui est une éternité en pay-per-view, quoi. Et ils répondent à la question ou pas? Bah non, c'est genre, ah ouais, je sais pas, ouais, we gotta look it up, ou je sais pas quoi, un truc du genre. Donc je connaissais pas cette réputation de l'Europe. Ouais. Bon, il y a des nouveaux gens qui arrivent dans le chat, là. Il y a Anzo, Selujnau, il y a Sid Ahmed Bischoff, il y a... Ahmed était déjà là. Il y a Dark Knighto. Oui. Ah, il était déjà là? Ok, pardon. Il y a David Sacomano. Bon, voilà, il y a les habitués. D'ailleurs, on en profite pour vous dire que le 29... Ah, quel connard. J'allais dire qu'on serait 4, mais finalement, on sera que 3. Hein. Le 29 novembre, on fera la review des Survivor Series 90 qui marqueront les 30 ans de l'Undertaker, donc les débuts de l'Undertaker à la WWE, et Christophe Ajus sera là avec nous. Oh, quel plaisir. Il m'a confirmé ça, je l'ai eu au téléphone vendredi matin. Donc voilà. Donc voilà, initialement, on voulait faire ça à 4, mais voilà, comme Dimitri fait son malin, on sera plus que 3. Ah bah, je pense que pour le coup, je pense qu'on va pouvoir le regarder en français. Il y a un ami dont je tairai les noms qui veut rester anonyme, David Jouan, évidemment, qui m'a envoyé le show en français. Et donc, je pense qu'on va le regarder en français. Donc, je pourrais pas analyser les commentaires en anglais. Tu as un lien privé, etc. Oui. Oh, donc ça m'intéresse, ça. Si David est toujours là, j'aimerais évidemment d'abord avoir son aval, comme disait Dimitri, pour pouvoir le télécharger. Je voudrais pas non plus qu'il fasse des trucs, privés pour toi et que tout le monde en bénéficie comme ça sans demander l'autorisation. Donc, on est à 1h06 de review, on est à 1h30 de show, et moi j'écris dans mes notes, je m'ennuie quand même. Ensuite, on a une fausse interview de Angle avec un espèce de... Enfin, comment dire ? Il pose des questions au Rock et ensuite il cut des extraits d'autres interviews du Rock pour faire genre, il donne des réponses. J'ai pas trouvé ça extrêmement excitant et j'ai trouvé ça un petit peu à contre-emploi par rapport à la fabulosité du main event qu'ils vont nous produire. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, par contre. Okay. J'ai trouvé ça très drôle et très divertissant. Oui, il y avait des séquences qui étaient vraiment très drôles, j'ai trouvé. Après, peut-être que le seul reproche qu'on peut faire, c'est que c'était un peu long. Parce que ça dure quoi, peut-être 5 minutes quasiment, sans exagérer. Mais non, franchement, sinon, j'ai trouvé que l'idée était cool et tu voyais vraiment le potentiel comique de Kurt Angle. Celui du Rock n'est plus approuvé, mais celui de Kurt Angle était quand même largement présent aussi. Et c'est incroyable, on en a parlé au début. Le mec est là depuis même pas 1 an et il est comme un poisson dans l'eau. Le mec est à l'aise, t'as l'impression qu'il est là depuis 10 piges, quoi. C'est incroyable comme il se fond dans le moule du catch et de tout le ridicule qui peut aller avec. Il embrasse tout et c'est extraordinaire, Kurt Angle, à l'époque. On peut plus se passer de Kurt Angle. Exactement. C'est incroyable d'être monté dans le main event à cette époque-là, quoi. Il y a vraiment tout le monde qui est là, quoi. T'as vraiment t'as Jericho, Benoit, Le Rock, Triple H, Undertaker, Kane, etc. Et Kurt Angle arrive à monter et à viser un titre dans cette période où il y a le plus de main eventers de l'histoire de la WWE, quoi. C'est vrai. Et Undertaker pourquoi il est pas là d'ailleurs dans ce show? Il est blessé? Ah, peut-être. Il avait fait Unforgiven, l'Undertaker? Undertaker Kane, souviens-toi, très très bon match. Oui. Ah non, c'était SummerSlam, sa merde. Non, c'était SummerSlam, ouais. Mais ils étaient à Unforgiven. Ils étaient à Unforgiven, parce que je me rappelle que je les avais mis sur le visuel. Fatal 4-Way, ouais. Ah oui, c'est ça, voilà, exactement. Je connais mon catch. Donc le roster de la WWE en 2000 est si riche qu'on peut très bien se passer des services de l'Undertaker. Voilà. Ouais, c'est ça. Match de 11 minutes pour les championnats par équipe entre les Hardy Boys et les Conquistadors.
Ça, c'était vraiment drôle aussi. Moi, franchement, les Conquistadors, c'était vraiment très drôle. Edge et Christian les font à merveille. Le fait qu'ils veulent prouver, qu'ils veulent essayer constamment de prouver que ce sont des luchadors et ils font des roulades toutes les 3 secondes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Et au début, moi, ce qui m'a vraiment fait rire, parce que je me rappelais des roulades, etc. Mais ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'ils sont allés immédiatement saluer les commentaires espagnols. Oui, c'est ça. Et leur façon de parler espagnol, ça m'a beaucoup rappelé Yann, quand on était en vacances aux États-Unis et que j'avais acheté un bandana Peace and Love et que tu avais dit avec ta barbe, on dirait un portoricain et que je te parlais constamment en espagnol avec des mots que tu ne connaissais pas toi-même. Voilà. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, ce match, il était... Alors, ce match, en fait, pour moi, il est un petit peu comme le match... c'était quoi Billy Gunn China contre les Right to Censor. C'est un match que j'ai trouvé peu intéressant, mais très utile pour la continuité de la storyline de tous les bonhommes. Moi, j'ai marqué très divertissant, mais ça n'engage que moi. Ouais. Si, c'est cool. Et puis même, je trouve que tout le monde brille parce qu'évidemment, Edge et Christian là sont géniaux. Tu vois qu'ils font des moves en Edge et Christian. Ils mettent tous leurs moves trademark de Edge et Christian, mais tu as la mauvaise foi incroyable de Jerry Lawler qui malgré tous les détails qui ne sont plus du tout des détails, quoi. C'est vraiment évident. Maintient que c'est pas eux. Et non, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et justement, on a vu plein de Edge et Christian contre les Hardy Boys cette année. Là, de voir une petite nuance avec les Conquistadors, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Vraiment chouette. Et donc, à la fin, changement de titre, parce que c'est Matt, je crois, qui va enlever le masque de Uno, Edge. Qui est donc Edge. Et sous le masque, il y a un autre masque, pardon. Et voilà. Unprettier de DOS et victoire des Conquistadors. Ouais. Victoire des Conquistadors, nouveau champion. Et est-ce que c'est avant le main event qu'il y a l'interview, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Où Edge et Christian sont avec 2 autres Gugus qu'ils ont chopés au hasard, qu'ils ont déguisés en Conquistadors pour dire franchement, félicitations les mecs, demain on va vous affronter à Raw pour les titres, etc., pour toujours se dédouaner du fait qu'ils pourraient être éventuellement les Conquistadors, des mecs masqués pour cacher leur identité d'Edge et Christian. Pour fêter ça, on a pris du champagne pour nous et de la Corona pour vous. Oui, c'est ça. Moi, dans mes notes, j'ai mis... Alors, visiblement, vous avez plus aimé ce début de show que moi, parce que là, il était 16h quand je l'ai regardé, et je suis allé faire une sieste, car je m'endormais. Oui, moi c'est incapable de m'endormir devant la WWE de l'époque. Hein. Peu importe ce qu'il y a devant moi. Ah, vous êtes plus des fans de catch que moi. Non, vraiment, je pense que oui. Hein. Même quand c'est mauvais, c'est toujours il y a toujours des choses plutôt intéressantes, tu vois. Et là, par exemple, l'idée des Conquistadors, franchement, ça peut être raté, mais alors 50 000 fois, quoi. Oui. Pas Edge et Christian qui mettent tout leur cœur pour en faire quelque chose de cool. Ça peut être vraiment nul à chier de A à Z pendant tout le match. Et non, je trouve que justement, c'est assez. Ça illustre bien cette époque. C'est vrai que quand ils font des roulades pour des regarder, on est luchador, quoi. On fait des roulades par terre et on fait comme ça. C'est génial. Des génies, Edge et Christian. Non, moi j'ai bien aimé. C'est pas un grand match de catch, mais oui. Voilà, moi ça m'a diverti, c'est le but. Et oui, ça marche mieux là que si c'était, je sais pas, une d'autres fédérations font des meilleurs matchs, etc. à l'époque, mais là voilà, tu as quelque chose, il se passe des trucs, tu rigoles, tu souris. Nouveau champion, en plus comme tu disais, la storyline est plutôt cool parce que Edge et Christian vont les affronter le lendemain. Tu as évidemment envie de savoir comment ça va se passer. Donc ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé ce truc. Triple H contre Chris Benoit. Alors là, putain, bordel quoi. Ouais. Là, on arrive vraiment sur quelque chose de chouette. Hein. Là, on commence à monter en niveau. Bah là, c'est, pour moi, il y a eu 2 shows, quoi. Il y a eu jusqu'à maintenant, et ensuite il y a à partir de maintenant. Oui. Oui, je suis. Dans l'idée, dans la structure du show, on est d'accord. Hein. Après, c'est juste que le début a été moins pénible que pour toi. Bon, c'était pas non plus pénible, mais j'étais étonnamment surpris par le fait que j'arrivais pas à rentrer dans le truc. D'accord.
Voilà. Mais là, oui, Triple H contre Chris Benoit, quelle merveille. Oui, déjà, ça commence par le clip dans lequel il y a Chris Benoit qui met un coup de boule sur Stéphanie. Oui. Donc, évidemment, j'étais aux anges. Ça m'a rappelé un peu le massacre sur Lita de Triple H et Austin fin avril 2001 ou un truc comme ça. Le power trip. Quand il la massacre à coups de chaise. Mais ouais, non, c'était rien que le shine, donc le moment où le face domine le heel. Déjà là, c'était en termes de structure très inhabituel avec tout de suite un travail méthodique de Triple H. Et alors, on n'a pas parlé de la petite interview qu'il y a eu auparavant. Ah merde, je l'ai plus, je l'ai supprimé. J'avais une petite photo de Triple H et Stéphanie parce que Stéphanie lui donne une VHS et elle lui dit regarde ce truc, il y a Benoît dessus, tu vas trouver un indice qui t'aidera pour ton match de ce soir. Oui. Et quand j'ai vu ce début de match qui était parce que en général le shine c'est quand même explosif, il y a plus de rythme, etc. Et là c'était vraiment très méthodique tout de suite. Et je me suis dit, mais ça n'est pas expliqué ni explicité pendant ce pay-per-view. Peut-être que ça le sera dans une poursuite de storyline à partir du lendemain à Raw. Ça, on ne saura pas forcément. Je pense que c'est lié à ce qu'il a vu sur la VHS et il a capté une faiblesse ou un truc et qu'il s'est dit, bah, je vais travailler de manière méthodique. Oui, et rendons à Chris Redfield ce qui appartient à Chris Redfield, parce que c'est vrai qu'il le dit dans le chat, là, il nous avait dit que Triple H était face à une période en 2000, et je me rappelle qu'on lui avait dit mais non, Triple H était heel pendant toute l'année, et effectivement, sur ce show, il est clairement face, je pense que c'est quasiment le seul de l'année, parce qu'à partir de Survivor Series, il va de nouveau se retrouver heel, mais là, oui, il est clairement face dans ce match. Ouais, mais par exemple dans la promo avec, dans le segment backstage avec Stéphanie, il est quand même très rustre, macho, il l'engueule, c'est pas qu'il l'insulte, mais il est vraiment exécrable. Donc pour moi, humainement, il ne peut pas être face. Il est face parce qu'il est face à Chris Benoit, donc il est le face par défaut. Mais pour moi, il reste un méchant qui affronte un mec qui est, pas plus méchant, mais encore moins aimé que lui, tu vois. Bah, là, en tout cas, oui. Alors peut-être qu'au niveau de son personnage, de la construction de ce match, c'est que Triple H est face dans le ring. Oui. C'est lui le face du match. Dans la structure du match, c'est lui qu'on est censé encourager pour qu'il revienne dans le combat. Ouais. Oui, une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Alain ? J'ai noté, donc vraiment, je vous donne ça vraiment pêle-mêle comme je l'ai écrit. Triple H versus Benoît, c'est mon catch. Vraiment, c'est le catch que j'aime. Hein. Benoît, c'est mon catch. Hein. C'est dommage qu'on ne peut pas trop citer son nom et blablabla. Mais Benoît, c'est vraiment mon catch. C'est du très très bon catch. C'est old school. C'est du travail du jambe, du travail de bras. Il se plante pas quand ils reviennent sur la jambe. Il se plante pas quand ils reviennent sur l'autre bras. Et on sent, et ça peut-être, ça Yann a plus tendance à remarquer ce genre de choses que moi, je pense. Et j'ai vraiment l'impression que ces deux mecs aiment bosser ensemble et je trouve que ça se sent sur le ring. C'est toujours un grand plaisir d'être dans le ring avec un mec. Enfin, quand t'es Triple H, quand t'es face à Chris Benoit, c'est évidemment un plaisir parce que t'es avec quelqu'un qui a ton niveau, voire plus, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le talent de ces deux mecs a donné en structure de match, comme je le mentionnais un peu avant, des choses inhabituelles. Il y avait aussi le comeback de Triple H que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il est progressif et en étapes et pas juste gros compte et ensuite ce qu'on appelle le bump and feed, donc le mec, close line, elbow, machin, envoie dans les cordes, renverse, contre, backdrop, un truc comme ça, quoi. C'était vraiment un petit contre, mais c'est pas suffisant. Je suis toujours orange, un recontre, et là je deviens un petit peu jaune, et encore un gros contre, et je redeviens un petit peu vert. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Et j'ai beaucoup aimé ce comeback en étape comme ça. Bah, moi, c'est exactement ça. Moi, j'ai marqué match de strat. Effectivement, il y a vraiment plusieurs périodes, et c'est vrai que la story, c'est vraiment le pedigree contre le crossface, et deux catcheurs qui sont dans le ring et qui font tout
à n'importe quel prix pour éviter le move de l'autre. Et qui dissèquent leur adversaire pour que l'adversaire ne puisse pas le porter, etc. Donc c'est vraiment un match. Après, oui, vous avez déjà dit en termes de placement, d'intensité, de rythme, c'est incroyable. Mais après, en termes d'intelligence et que tout a un sens et tout est fait dans un but précis pour empêcher l'autre de porter son finish, etc. C'est vraiment super. C'est un modèle de psychologie. Et pour moi, moi j'ai réfléchi. J'ai mis 4,5 en point de suture. Et je me suis dit, putain, mais ça se trouve, ça peut aller encore plus, quoi. J'étais vraiment, vraiment complètement sur le cul parce que s'il y a bien un match dont on ne parle jamais, c'est celui-ci, quoi. C'est vrai. Ouais. Et là où je rejoins tout à fait Alain par rapport au plaisir qu'a pu avoir Triple H, je pense que là où on voit que effectivement c'est le cas, c'est qu'il sort des moves qu'il n'a pas l'habitude de faire. Exact. Et ça, en général, c'est vraiment synonyme de « Allez, aujourd'hui, je kiffe, on va faire d'autres trucs. » Oui. Mais ils savent vraiment jouer sur toutes les partitions parce qu'il y a vraiment le côté extrêmement méthodique, catch pur au sol, très dissection, etc. Mais il y a aussi le côté où c'est une putain de guerre entre deux mecs, quoi. Et c'est quand même vraiment difficile de jongler entre ces deux niveaux-là. Ils le font super bien. Ouais, prodigieux ce match, prodigieux. On en a parlé la semaine dernière avec Yann pendant le show de 2010, Aide-moi, Head in the Cell, où il y a Cena contre Barrett. Et de toute façon, pour faire du bon catch, il faut des personnages, il faut des bons catcheurs, il faut une histoire. Et en plus, déjà, je pense que Benoît, Triple H, de base, c'est très bien. Et en plus, il y a une histoire. Il y a une histoire avec un type qui a quand même un peu peur pour sa femme et un fou en face. Un fou qui fout des coups de boule à une femme. C'était l'échauffement, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une histoire. Et moi, j'aime le catch quand il est raconté. Et en plus, ce que tu as dit sur le pedigree, le crossface, c'est juste parfait. Hein. Tu connais ton catch, Dimitri. Écoute, merci. C'est pour ça qu'on me demande apparemment, hein, n'est-ce pas? C'est pas que pour parler de porno. Hein. C'est vrai. Mick Alexander et tout. Hein. Ah, tu vois, ta connexion commence à bugger car tu as trop parlé porno. Ah mince, dis donc. Non, oui, si vous aviez une note à mettre, vous mettrez combien? Moi, j'ai mis 4. En fait, mon problème, c'est que si je lui mets 4,5, je dois mettre 5 au main event et je mets pas 5 au main event. Et j'ai pas envie de me branler avec des quarts d'étoiles. Ouais. Je mettrais, alors, s'il faut faire Dave Meltzer, je mettrais 4 écarts et 4,5 au main event. Moi, c'est ce que j'ai mis. D'accord. Donc, messieurs, vous aviez des propos plutôt dithyrambiques concernant ce match. Mais comme j'ai encore plus aimé le main event que ce match, je me demande ce que vous en avez pensé, vous. Alain? Du main event? Oui. Ah non, le main event, c'est superbe. En fait, je vais vous résumer ce match de manière concise pour vous dire à quel point que c'est du bon catch. C'est le Rock contre Kurt Angle. Et je pense que franchement, il y a. Il se fait pas chier avec les reviews, le mec, il a même pas regardé le show. Quoi. Non, j'ai pas regardé le show. Il allait sur 411 reviews, il a chopé un vieux truc, il avait une bonne note, il fait ça c'est bien. Là, je vais dire c'était génial. Mais j'ai pas grand chose à dire. C'était le Rock contre Kurt Angle. Non, mais je pense que Dimitri comprend mon point de vue. C'est deux catcheurs. On parlait de Orton dans Hell in a Cell. Excuse-moi, Falker, qui vient de me. C'est Falker, je sais plus qui c'est qui m'a dit, on dit pas Hell in the Cell, mais Hell in a Cell. Voilà, on s'en fout. Où je disais que Orton pouvait sortir, le facteur Orton, il va sortir des bons matchs quand il a envie. Mais le Rock et Angle, c'est pas du tout ça. Ils sortent des bons matchs tout le temps. Et quand c'est l'un contre l'autre, que c'est un main event d'un pay-per-view, qui a une histoire qui est racontée, c'est fabuleux. C'est génial. Moi, j'ai adoré ce match. J'ai adoré tout, même et Dieu sait que j'aime pas ça. On en parle chaque semaine. La bagarre dans le public, c'est pas génial. Mais il y a le spot avec le poster grandeur nature du Rock. Quand il y a un mec qui a
le truc de comme Evander Holyfield de Philly, voilà. Et qu'il le place devant, il le regarde, il fait tiens, je vais me taper. Et c'est drôle, c'est pas drôle, c'est du catch, c'est du vrai catch. Dimitri, ensuite, vas-y. Pardon, vas-y. Non, continue. Excuse-moi. Les moves sont parfaits. Tout se suit, tout est fluide. Le moonsault de Kurt Angle, c'est parfait, c'est beau, c'est bien raconté. Le sharpshooter du Rock, c'est porté à merveille. Il y a donc cette intervention de Stéphanie qui distrait l'arbitre. Le sharpshooter du Rock, et Dieu sait que ça peut être très mal porté, un sharpshooter. Hashtag enclume. Et Angle qui abandonne, le timing est bon, l'arbitre se retourne pas trop tôt, Angle il abandonne juste quand l'arbitre se retourne, c'est propre, c'est bien, il y a et les kick-out du Rock. Nom de Dieu, quoi. Oui. Oh la vache. Les kick-out du Rock. Personne sait se dégager à 2,99 comme le Rock. Si, Kobashi. Kobashi Gentaris. C'est vrai. Kobashi Gentaris. Mais oui, comme le. Oui, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle jamais, mais il y a une vraie. C'est un vrai talent dans le catch, c'est la façon de se dégager et de se dégager au tout dernier moment. Et je trouve que dans le catch américain, le Rock, ça fait partie des choses qu'il maîtrise à la perfection. Dans ce match aussi, moi, ce que j'ai adoré, c'était la structure avec Angle qui domine avant que finalement le Rock prenne le contrôle pour que ce soit le vrai shine, et ensuite ça revient. Et après, quand ils ont il y a beaucoup de phases différentes avec beaucoup de changements de rythme. À chaque fois qu'on croit que ça monte, ils cassent le rythme pour revenir. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire dans le catch sans perdre la foule. Et eux, ils ne la perdent pas parce qu'ils arrivent à casser le rythme et à redescendre en rythme, sans donner l'impression que le match s'est arrêté et qu'on est redescendu. En fait, il recommence un autre. C'est comme s'il y avait 2-3 mini-matchs dans le match plutôt que des séquences indépendantes. Enfin, comment dire, pas des séquences indépendantes, mais qui seraient liées les unes aux autres. Et ça, c'était, moi, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel, et parce que c'est impossible à gérer de manière à bien le gérer sans perdre la foule. Et ce main event, moi je trouve que c'est vraiment un main event typique de l'ère attitude. C'est que c'est souvent dans ma bouche et dans la bouche de plein de fans de catch, j'imagine, quelque chose qui est quand même plutôt négatif, mais l'overbooking de la fin d'un match, en général, c'est négatif. Là, je pense que cette fin, elle est overbookée. Il y a du drama, il y a des interventions, il y a beaucoup d'implications extérieures, il y a Rikishi, il y a Stéphanie, il y a des near falls en pagaille, etc. Oui, voilà, Triple H, il se passe beaucoup de choses. Si c'était, par exemple, sans maintenant forcément choisir mon camp ou quoi que ce soit, si c'était la WCW, ce serait n'importe quoi. Ça serait quelque chose, ça serait complètement indigeste, etc., etc. Là, en fait, il se passe 1000 trucs, mais là où ils sont absolument brillants, c'est que ces 1000 trucs, ils arrivent à vraiment parfaitement les lier entre elles. Et comme tu parlais de structure, c'est extraordinairement bien écrit et extrêmement bien réalisé aussi. Donc, c'est assez dingue parce que il y a tout quand même pour que ça soit trop. Mais ça l'est jamais, parce que là, tu as des stars partout et du drama qui est vraiment bien construit, qui monte parfaitement, qui sait redescendre quand il le faut, etc. Ouais, c'est dans un style complètement différent. C'est à mes yeux, un aussi bon match que celui d'avant. Et c'est là que tu vois qu'à l'époque, la WWE, c'est la folie, parce que là, il te sort deux types de catch aux exacts contrepoints à 10 minutes d'intervalle. Et ils peuvent en même temps nous mettre un peu plus haut dans la carte du Edge et Christian contre les Hardys. Là, c'est vrai qu'ils avaient un vivier incroyable. Et tu parlais de l'overbooking ou de la physionomie du match. Les interventions, elles sont justifiées encore une fois dans une histoire. Il y a le Rock qui claque un rock bottom sur Steph. Il y a son mari qui arrive. Donc, il va d'abord frapper le Rock, mais ensuite, il va frapper celui-là qui veut draguer sa gonzesse et repartir avec sa femme. L'intervention de Rikishi, c'est exactement pareil. C'est justifié. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour ça. Je pisse le sang de la tête. Si déjà j'ai renversé Austin pour que le Rock soit champion, j'ai pas envie que qu'il perde son titre le jour où tout le monde est au courant que je l'ai fait. Tout est génial dans le booking de ce match. Alors, dans l'interview de l'intervention de Rikishi,
Par rapport à son push, par contre, j'ai trouvé ça surprenant qu'il le fasse passer quand même un peu pour une chèvre parce qu'il rate son coup de cul, il rate un super kick et ensuite il re-rate un second super kick. Donc genre le mec il vient intervenir mais il arrive à rien faire quoi. Donc c'était assez étonnant parce que même s'il vient de se faire rosser la gueule par Austin, il va quand même finir dans le Hell in a Cell de Armoire à Guidon dans 2 mois et il va continuer à avoir un push pendant encore quelques mois. Et là, c'était un petit peu bizarre la manière dont il a été booké. Falker nous demande si j'avais regardé le pay-per-view en VHS à l'époque et si Alain et Dimitri l'aviez vu aussi. Oui, moi j'avais reçu de Jubert à l'époque. Oui, moi je l'avais aussi en VHS, celui-ci. Mais pour rebondir sur, moi je me suis fait la réflexion et tu viens de le mentionner, donc la transition est parfaite. C'est que et du coup ça mentionne aussi ce que disait Alain, donc c'est de plus en plus parfait. C'est que l'histoire, elle est vraiment géniale parce que tout le monde trouve sa place dans l'histoire. Et moi je trouve que le point culminant de tout ça, c'est le Hell in a Cell de 2000 de Armageddon, où moi à l'époque j'étais fasciné parce que je me disais, il y a 6 mecs et tu as une histoire crédible de tension entre tout le monde dans ce match. T'as vraiment, et il y a la promo légendaire du Rock où il se moque de tout le monde, etc. 5, ouais. Mais tu prends les 6 mecs du match, ils ont tous des raisons de détester les 5 autres. Et ça, moi j'ai toujours dit que c'était mon année préférée à la WWE, l'année 2000. Je trouve que vraiment en termes d'écriture, ils étaient hyper forts à ce moment-là. Et là, oui, le main event de Armageddon 2000, le match en soi, il est peut-être décevant, c'est peut-être pas le meilleur Hell in a Cell, etc. Mais la construction de quasiment 6 mois qui mène à ce match, elle est incroyable. Et en plus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match aussi, c'est que même si c'est pas du clean à 100%, il y a l'intervention de Rikishi, il y a le coup de pied le super kick de Rikishi. Angle gagne quand même ce match clean avec son finish en tombée 1-2-3. Et ça, je trouve que Angle le méritait. Alors, est-ce qu'on considère une victoire après moult interventions comme une victoire clean ? L'intervention, à la base, elle n'est pas spécialement pour lui. Enfin, c'est difficile à... C'est tellement complexe, ce catch, quoi. Il y a une très bonne... il y a une énorme pop parce qu'il y a pedigree de Triple H et le Rock qui se dégage. Là, effectivement, là, c'est absolument pas clean. Mais là, comme dit, il met 2 de ses finishes, il en met un à Rikishi. Et d'ailleurs, là, faut aussi le signaler parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça pop incroyablement quand même quand Angle gagne. Ouais. Ça aurait moins popé si Rock avait conservé. Le mec est là depuis... Mais oui, le mec est là depuis 11 mois et les gens le veulent, quoi. Il y a le seul tout petit truc que j'ai pas compris dans la structure du match de base, et c'est une très bonne remarque que fait Dimby, c'est pourquoi est-ce que Stéphanie essaye de faire les choses en scred alors qu'il n'y a pas de disqualification ? Mais la réponse, elle est dans le show, si je peux me permettre. C'est que Triple H lui demande de ne pas se mêler. À la décharge de Stéphanie, il lui demande de ne pas se mêler de son match à lui. Va faire ton business avec Angle, mais tu ne te mêles pas de mon match à moi. Oui, mais ce que veut dire... moi j'avais compris que c'était de ne pas se mêler au catch en général, vu la promo. C'est possible, ça. Oui, mais quand je dis en scred, c'est que quand elle veut avantager Kurt Angle, pour une raison ou une autre, elle va attirer l'attention de l'arbitre pour qu'il fasse un truc interdit, alors qu'ils sont dans un no DQ. Donc à la limite, il n'y a pas besoin d'avoir ton complice, et la peau de mes couilles aussi, qui monte sur le bord du ring pour distraire l'arbitre, pour que tu ailles chercher la ceinture. Tu vas chercher la ceinture et tu lui pètes la gueule avec. Donc ça, j'ai pas compris quel était le raisonnement derrière ça. Alors, je me suis juste mis une dernière note du show. J'ai écrit mot pour mot, tout comme Owen Hart avec son filet de bave à WrestleMania 10. Angle gâche un peu son plaisir avec une énorme crotte de nez lors de sa dernière célébration. Et je trouve ça un peu dommage. Vous voyez le filet de bave de Owen Hart, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Et je trouve que ça gâche un petit peu la dernière image du show. C'est une crotte de nez énorme dans le nez de Kurt Angle. Mais en fait, ça se tient parce qu'il pleure. Ouais. On va dire. En plus, il est vraiment génial dans sa célébration over the top, les larmes, etc. Kurt Angle, c'est du grand art, vraiment, en 2000.
Ouais, et oui, comme tu l'as dit Alain avant, grosse pop lorsque Kurt Angle remporte la ceinture. Et Oui. moi, j'ai beaucoup aimé cette victoire entre guillemets surprise parce qu'elle elle indique au public et puis elle l'éduque aussi par rapport au fait que finalement Kurt Angle, il a beau être beaucoup pushé, lorsqu'il affronte le Rock, honnêtement, quand le match commence, tu te dis on va avoir un bon match, peu importe, mais honnêtement, tu te dis pas que Angle va gagner le match. En tout cas, la ceinture. Oui. Il est pas, même s'il est pushé, il est pas encore là, il est pas dans la tête des gens en tant que vrai vainqueur possible et pas un vainqueur à la con, genre fully loaded avec Chris Benoit ou Benoit le mois dernier lors de Unforgiven. Et là, cette victoire, elle a aussi le mérite de montrer que Kurt Angle, il est là et putain, en fait, il est champion, quoi. Ben, moi, c'est une réflexion que je me suis faite aussi. Quand on regarde le catch aujourd'hui ou même le catch d'il y a 10 ans, 18 ans, par exemple, CM Punk, si on prend un cas concret, CM Punk, il a été très patient pour être champion. Parce que tout le monde voulait voir ce que ça allait donner, tout le monde se posait la question. Genre 2006, Survivor Series, il est super over, il devient champion en 2011. Enfin non, il y a eu les Money in the Bank, autant pour moi. Mais ils ont attendu de voir quand même comment ça se passait. À l'époque, on rappelle quand même qu'il n'y avait qu'un seul champion. Donc la ceinture là que Kurt Angle a dans la main, c'est vraiment le sacre suprême à la WWE. Et je pense que contrairement à beaucoup de catcheurs où on se dit tiens, est-ce que ça peut donner quelque chose, Drew McIntyre champion, est-ce que ça peut donner quelque chose et ci et ça, avec Kurt Angle, il n'y avait même pas la question, il n'y avait pas de question à se poser. On le met en main event d'un pay-per-view, on le fait battre le Rock, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Et en plus, ça a marché. Donc, non, oui, c'est un des plus grands talents de l'histoire, vraiment. S'il sans n'était aucune pas exagération. Oui, son problème entre guillemets, c'est qu'il était, il avait quand même des problèmes de cou assez rapidement, hein. Oui. Donc et puis après il est parti à la TNA, mais bon après avec des si on mettrait Fagersheim en bouteille, mais ce qui est on ne peut que regretter cette histoire de cou parce que malgré ça, sa carrière quand tu vois ce qu'il arrivait à accomplir, c'est difficile de mettre des mots pour 20 ans plus tard, essayer d'expliquer à quel point c'était impensable. Et sur le moment, on s'en rendait pas forcément compte. Et c'est que 20 ans plus tard, que quand on l'articule avec d'autres carrières et d'autres mecs issus de la Monday Night War, de se rendre compte que le mec était capable d'absolument tout, d'être sérieux, comédie, faire du brawling, faire du technique, il était absolument fabuleux. Et sa blessure plus le départ à la TNA a un petit peu terni sa carrière et son comeback et la fin et son match de retraite à WrestleMania 35, je pense, était malheureusement le point d'exclamation de merde sur cette conception un petit peu biaisée qui fait qu'on a oublié qui il était au début. C'est dommage. Son retour était pas bon et à la limite il fallait le faire revenir mais pas catcher. Et c'est dommage que les dernières images de Angle, c'est Angle qui essaye d'être drôle comme à l'époque alors qu'il l'est plus du tout. C'est plus du tout le même physique. C'est juste un coup énorme, surmusclé pour pas se blesser avec des bras un peu de sauterelle comme ça. C'est dommage qu'on ait que le grand public de 2018 ou 2019, qui peut-être n'avait pas la chance d'avoir vu ce genre de pay-per-view avant, que ce soit l'image qu'on a de Kurt Angle, quoi. C'est dommage, parce que là, ce Kurt Angle-là, l'année 2000, mais c'est pour lui, hein. Franchement, il y a le but de Trezeguet contre l'Italie et Kurt Angle. Il n'y a rien d'autre en 2000. Hein. C'était. C'est un petit peu le problème de beaucoup de choses de la Monday Night War, c'est que c'était tellement fort et bon, mais comme tout s'est arrêté à la disparition de la WCW, en fait, ça n'a existé que 1 an. Et dans les 30 dernières années du catch, finalement, c'est passé un petit peu à la trappe parce qu'il s'est passé tellement de choses après et des choses qui, pour le coup, elles, ont vraiment été
vraiment été inscrites dans la durée. Enfin, par exemple, la nouvelle DX en 2006-2007 jusqu'en 2009, non? Bah, ils sont revenus plusieurs fois. Il faudra demander un coup de main à la clinique, là. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que la nouvelle DX pourrie entre 2006 et 2009, grosso modo, c'est juste pour donner une image, a duré plus longtemps que la greatness de Kurt Angle au sommet, tu vois. C'est vrai. Donc forcément, quand on regarde dans la frise chronologique du catch, eh ben, les trucs les plus incroyables sont presque anecdotiques parce qu'ils occupent une toute petite place. Et maintenant, ça devient très vieux, donc une toute petite place qui, peu à peu, malheureusement, se fait oublier, quoi. Mais que tu regardes Braun Strowman est main eventer de plus longtemps que Kurt Angle ne l'a été jusqu'à WrestleMania 19 quand il a fait son premier départ par rapport à sa blessure au cou, tu vois. Oui, bah ouais, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Et encore une fois, on en avait parlé après SummerSlam, je crois, quand on était tous les trois. C'était après Unforgiven aussi. Kurt Angle, c'est un rookie. Il a maintenant 11 mois dans les bottes et il est à sa place. Et c'est pas discutable. Quand Sheamus devient champion très vite en battant Cena qui tombe dans une table, on se dit le mec est pas trop à sa place quand même. Le mec vient de battre Cena, il est champion du monde au milieu d'un pay-per-view de Extreme Rules ou quelque chose comme ça. Angle, c'est un main event en 2000 et Kurt Angle est à sa place et c'est pas discutable. Personne ne se pose la question, tiens, est-ce que c'est trop tôt de donner le titre à Kurt Angle? Pas du tout. Ouais, parce que mais non seulement c'est pas discutable, mais en plus c'est attendu. Enfin là, t'es heel contre le Rock et ça pop pour ta victoire dans l'État de New York, quoi. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on a reviewé Alain récemment? Hell in a Cell 2010. Oui. Et j'ai déjà oublié qui gagne. Kevin. Ouais. Attends. On avait parlé d'une pop qui était une pop de surprise et pas une pop de. Corino. Ah oui, November to Remember, voilà. Donc Steve Corino qui gagne le titre à November to Remember 2000, c'est une pop de surprise. Genre, oh putain, Corino a gagné. Et là, par contre, c'est une surprise de bonheur. Ce qui montre bien, comme tu l'as dit, Alain, que Kurt Angle, il est à sa place. Donc c'est pas genre, oh putain, Kurt Angle a gagné, c'est oh putain, trop cool, Kurt Angle a gagné. Et on n'attend pas, comme justement tu parlais de Braun Strowman, on n'attend pas 2 ans pour te dire tiens, tiens, on va essayer de le mettre en feud avec machin. Non, donne-lui le titre. Et si Braun avait été champion juste après Royal Rumble de 2017 ou 2018, quand Braun Strowman, il aurait dû gagner à SummerSlam 2017. Voilà, exactement. Mais pas contre Goldberg en public en 2020 en remplaçant quelqu'un qui veut pas venir, quoi. Braun Strowman, mais on se pose trop de questions. Mais c'est vrai qu'après, Braun Strowman n'est pas Kurt Angle. Kurt Angle, ça sent le catch, ça pue le catch. Mais j'en profite pour lancer l'éternel débat et le chat va pouvoir répondre aussi. T-shirt. Ah putain, t-shirt. Quelle meilleure première année entre Kurt Angle et Brock Lesnar? C'est un débat qui fait fureur dans le monde du catch. Qui est le meilleur rookie? Quelle est la meilleure première année de l'histoire du catch? Est-ce qu'on est plutôt Lesnar ou on est plutôt Angle? Moi, j'aime beaucoup le rookie Dingler. Ouais, pas mal. Ouais. Ne la laisse pas tomber. Bah écoute, il est 22h43. Tu veux que je te dise Dingler? Pour moi, c'est Angle. Ben, en termes d'accomplissement peut-être, après en termes de domination et de souvenirs, c'est peut-être Lesnar. J'ai pas de réponse, moi. Lesnar gagne quand même au bout de 4 mois, 5 mois. 4 mois. Il est arrivé le lendemain de WrestleMania, hein, ou non? Et il gagne à SummerSlam. Et il gagne à SummerSlam. Ah donc, ouais. Fou, la vache. En étant King of the Ring. En étant King of the Ring, pareil. Et aussi parce que ce show était au Nassau Coliseum de New York, le SummerSlam 2002. Pareil, là, c'était une énorme. Les votes, vite fait. Comment? Regardez juste les votes sur le chat. L'enclume.
Oui, oui, on peut pas forcément. Ce qui s'est passé pendant la Monday Night War, on peut jamais le comparer. Mais après, on peut comparer 2003 avec 2007, tu vois, en se posant les questions. Mais c'est très difficile de se demander qu'est-ce qu'aurait fait Brock Lesnar en 2000, par exemple. Est-ce qu'il aurait pu être Brock Lesnar en 2000? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Probablement oui, mais c'est pas sûr non plus, tu vois. Bah c'est notre passion, c'est notre travail justement pour la clinique de recontextualiser à l'époque. Et ouais, c'est. Car comme tu le dis si bien, mon cher Ishtou, le catch n'est pas une science exacte. Merci beaucoup. On pourrait faire un t-shirt de ça, non? Oui. D'accord. Le no-sell de mes idées et de mes blagues, de Yann et de mes avis, en fait de ma vie. C'est un no-sell de vie. On pourrait faire aussi un t-shirt no-sell de vie. No crap for life. Moi j'ai eu la décence de répondre. Dimitri l'a regardé genre. Ah non, moi j'ai rien fait, moi. Essaye pas de m'accompagner dans ta chute, hein. Ah mais j'ai aucune chute, Il y a quoi dans le frigo de Dimitri, demande Thomas Ingersheim. Pour la 9e fois. Ouais. Ah pardon, attendez, alors il faut que je regarde. Mais c'est toujours pareil, je parle dans mon micro, sur pareil, le dimanche, moi c'est la fin de semaine, j'ai plus rien, donc il reste que la merde que je mange pas et on croit que c'est ce que j'ai dans mon frigo tout le temps. Donc je vais aller regarder. Toi, t'as quoi dans ton frigo, Alain? J'ai pas mal de trucs. Hein. J'avais fait des courses il n'y a pas longtemps. J'ai des Kinder Pingui. J'ai de la palette à la diable. Il me reste de la raclette, du fromage. Ouais, il me reste pas mal de trucs. Alors attention, on va rigoler. Non, ça va. Franchement, ça va. J'ai des tomates. Ouais, bon. J'ai des yaourts. Ouais, nature, j'espère. Des yaourts nature, évidemment. Mais c'est pour le matin. J'ai de la feta. Ça va? Ah, feta, ça se masculinise. Enfin, le frigo est bouché par cette feta, quoi. J'ai un peu de viande et j'ai des œufs, du beurre. Ah non, mais c'est pas un frigo, ça, Dimitri. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Non, j'ai trop de trucs là. J'ai trop de trucs. Il regarde son frigo, on a l'impression qu'il est en haut d'un escabeau et qu'il regarde un machin qui est par terre. Ouais, il est bas, mon frigo. Il est en dessous de la plaque. Ah, il est en dessous du plan de travail. Ah oui, non, mais il fait la taille d'une boîte d'allumettes, hein, le frigo de Dimitri. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'il est continuellement vide. Je peux rien acheter. J'ai le plus petit frigo de tous les temps. Donc Et en plus, j'ai pas de chauffage, ni d'électricité, comme j'ai pu le voir. Bon, faites dimanche prochain, faites chauffer la carte bleue, faites des dons, tout sera reversé. Et je le dis pour du vrai, tout sera reversé à Dimitri pour l'occasion en particulière. Dimitri, j'ai une chambre d'amis, hein, si tu veux qu'on se confine ensemble. Ah putain, ça serait bien ça quand même, franchement. Oui. Bon alors les amis, c'est là-dessus qu'on termine un bon petit live là, de ce pay-per-view. Alors de mémoire, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui nous attend dimanche prochain, Survivor Series 2000? Moi, dans ma tête, c'est de la merde. Bah moi, quand j'ai Survivor Series 2000, je pense à une voiture qui tombe. Et, voilà. Et franchement, pas grand-chose d'autre. Hein. Si le jogging léopard de l'Undertaker. Ah oui, effectivement. Ah oui, putain, c'était la tenue horrible de l'Undertaker. Quoi, contre Kurt Angle, justement, non? Attends, j'essaye de trouver une photo de cette immondice, là. C'était ça, non? Undertaker, Kurt Angle? Je ne sais plus. Écoute, c'est très probable. Je sais plus qui avait demandé. C'était peut-être David68 ou non, je crois que c'était Thomas Ingersheim qui avait demandé on fait quand WCW Mayhem. J'ai plus la date. Alors, je ne sais pas. Oui, Dimitri. Oui. Et pour Mayhem, je comptais convier Dimby pour nous rejoindre dans les discussions endiablées, si vous l'acceptez. Bah oui, c'est la grande famille du catch. Ah, j'ai une belle photo de l'Undertaker alors c'est même pas léopard, c'est genre papier de cigarette camouflage. Où est-ce qu'il est 35 non, c'est celui-là. Oh putain. Vous êtes prêts les amis? Parce que c'est difficile quand même.
Allez. Ouais. Ah oui. Beau gosse. Ouais. On dirait un legging de stripper, quoi, un peu. C'est. Ouais. Ah oui, et dimanche, ce sera l'anniversaire de Corentin Magera. Ah, écoute. On fêtera, voilà, les moitiés des dons iront à Corentin également. Exact. Bah, il est déjà abonné à la Monday Night War, alors on verra. On verra ce qu'on va faire. Mayhem, je n'ai plus la date. Je n'ai plus la date. Il me semble qu'on avait dit jeudi de après le Survivor Series 2000. Je ne sais plus, on verra. Après, on peut le faire quand bon nous semble. Hein. De toute façon, si vous êtes attentif, vous verrez quand on mettra le thumbnail et la prévision du feed. Ou alors c'est carrément dans 2 semaines, parce que c'était le 26 novembre 2000. Donc peut-être qu'on verra ça le jeudi d'avant le Survivor Series 1990 avec notre cher ami Christophe Ajus qui sera présent. Donc voilà, donc on va, pour conclure, est-ce qu'il faut regarder ce show ou est-ce qu'il faut regarder juste les 2 matchs de fin ? Il faut regarder l'intro et il faut regarder les 2 derniers matchs. Ok, je suis tout à fait d'accord. Ouais, moi je serais un peu plus gentil. Je pense que toute l'année elle est à regarder. Je pense que même ce qui est plutôt mauvais, ça symbolise quand même une époque. Je pense que c'est pas à chier horrible. Donc je pense que c'est des shows qui valent largement d'être vus en entier, je trouve. Je pense que l'ère attitude c'est aussi ça. Et c'est toute une période qui est glorifiée de ouf, mais il faut voir aussi les shows en entier pour comprendre que tout n'est pas bon, loin de là, qu'il y a beaucoup de trucs qui sont ridicules, que ça soit Midéon, etc. On n'en parle absolument jamais. T'as l'impression quand tu vois les gens que l'ère attitude, c'est que Austin, McMahon et le Rock, quoi. Il y a aussi plein de merde. Il y a aussi des accouchements de mains, etc. Donc c'est important, je pense, de voir dans la globalité pour comprendre aussi que là, c'était vraiment c'était des personnages et une scène main event la meilleure de l'histoire, quoi. Bah, Ajus a joliment fait le parallèle avec l'ère attitude parce que on va faire sur l'univers d'Ajus avec Yann, on va faire les reviews de la première ECW, enfin de la deuxième ECW, pardon, celle de la WWE-ECW. C'est ça. Et si ça se trouve, c'était pas aussi nul que l'image qu'on avait de ça, parce que c'est vrai qu'on en attendait peut-être tellement que on a été trop vite déçus, et puis peut-être que le catch était bon, que les angles étaient pas mal. Voilà, j'ai hâte de le faire en tout cas. Ça, j'ai hâte de le faire. Tout comme j'ai hâte de vous retrouver à chaque fois. Oui, les attentes, elles étaient élevées pour la ECW, et c'est surtout qu'elles étaient absolument pas ce qu'a été finalement le produit. En fait, c'est surtout ça. Je pense qu'on attendait la ECW, on ne l'a pas eu, et je pense que du coup les dés étaient pipés dès le départ. Même si c'était bon, ça. Je pense que c'est pas ce qu'on voulait voir en fait. Bah, en plus, c'était sur le moment, je sais pas si on avait la lucidité pour se le dire, mais c'était impossible en fait, parce que on a eu One Night Stand 2005, donc mais là c'était exceptionnel. Ils avaient les mecs pour un show, ils pouvaient pas avoir tous ces mecs sous contrat. Ensuite, on a eu One Night Stand 2006 qui était un tout petit peu différent et plus à la sauce WWE. Et comme on l'avait dit sur WhatsApp quand on discutait avec Christophe et Ishtou pour savoir si on allait faire One Night Stand, parce que c'est le vrai coup de départ, coup d'envoi de la ECW. Mais c'était impossible d'avoir ce qu'on avait eu sur ces pay-per-view de manière récurrente, hebdomadaire. Et donc en fait, on était doublement piégés parce que d'une part, on se disait putain, les 2 pay-per-view étaient tellement incroyables, on va avoir ça toutes les semaines, alors que c'était impossible techniquement et physiquement. Et en plus de ça, ouais, comme tu as dit Dimitri, en tant que fan ECW, quand on fait revenir la ECW, on s'attend à ce qu'ils refassent de la ECW. Et de toute façon, c'était même plus possible parce que 5 ans plus tard, déjà, la moitié des mecs étaient des épaves que tu pouvais pas faire catcher. Enfin, non, à tous les niveaux, c'était en fait impossible qu'on ait ce qu'on voulait. Mais comme on était trop encore amoureux de la ECW, je pense qu'on n'était pas capable de le comprendre à ce moment-là. Et donc, tout le monde a été trop déçu dès le début. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé 2-3 shows pour voir. Et le premier, je me suis dit, bon, laisse tomber. Et puis après, j'ai essayé juste comme ça pour le principe. Et après, j'ai complètement lâché l'affaire parce que pour moi, ça ne représentait pas ce que j'en attendais. Et en plus de ça, j'avais pas forcément envie de regarder la ECW en plus de Raw et SmackDown qui étaient déjà en soi vachement chronophages, quoi.
Je pense qu'ils appelaient ça autre chose que CW, c'était peut-être très bien. C'est exactement ce que j'allais dire. Le plus gros défaut, c'était le nom. Ouais. Je t'aime, non, vraiment, tu lis mes pensées. Non, mais c'est vrai, t'aurais appelé ça à l'époque NXT, on se serait dit, ah tiens, c'est un nouveau show, c'est cool, et voilà. Là, c'est ECW, du coup, c'était mort dans l'œuf complètement. Mais après, au début, il y avait quand même, moi, je me rappelle qu'au début, je regardais, et puis il y avait les shows au Hammerstein, là, qui étaient quand même vraiment cool. Et d'ailleurs, bon, c'est certainement pas faisable, mais il y avait, si ça avait été, par exemple, un weekly au Hammerstein ou quelque chose comme ça aurait été génial, même si ça avait été le même contenu. Ouais. Voilà, le plug est fait, en tout cas, mon cher Christophe. Tout à fait. Je n'ai pas encore de date. On travaille sur la partie technique pour le moment avec Christophe et quand ce sera prêt, on lancera ça. Mais sachez que en off, on enregistre déjà les premiers épisodes vendredi après-midi. Donc ça va être chouette. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous les membres de la clinique. On va pas les renommer. En tout cas, c'est de mieux en mieux, je trouve, les lives avec vous. Et quand je dis vous, c'est non seulement les chroniqueurs de renom, mais aussi les participants du chat. Ça fait quand même extrêmement plaisir de voir les gens revenir. Et je trouve que moi, je persiste encore je répète ce que j'ai déjà dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé ça quand j'avais l'âge de peut-être les gens de la clinique, 20 ans, de pouvoir faire un live, de discuter de catch, et puis qu'on prenne les questions en compte et les opinions en compte. C'est l'avantage d'être 60, 70, 80, 100. C'est pas 1000 questions qui arrivent toutes en même temps. C'est toujours ciblé quand même. Et j'aime beaucoup la clinique. Écoute, c'est magnifique déclaration d'amour. À l'instar de ton plug qui restera dans les annales, comme a dit la moelle épineuse. Je pense que c'est une conclusion qui vient à point nommé et qui, si on dit quelque chose derrière, ça sert à rien. Donc j'ai envie de dire bisous à tout le monde et on se retrouve dimanche prochain à la même heure pour les Survivor Series 2000. Bisous à tout le monde, merci beaucoup.